Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub. Je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Linda Rebout, responsable du pôle environnement à la direction d'investissement à la Banque des territoires, pour cet événement qu'on a intitulé Souveraineté alimentaire, les innovations des marchés de gros au service des territoires. Donc pour ceux qui sont en distanciel, vous êtes au bon endroit si c'est le sujet qui vous intéressait ce matin. Donc vous aurez la présentation d'un guide et puis une table ronde sur les projets innovants des marchés de gros. Et c'est vraiment la vocation du Hub des territoires que de permettre les échanges entre les acteurs publics et les acteurs privés pour répondre aux enjeux des territoires. À la fois décrypter les enjeux, comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans les territoires, les mécanismes à l'œuvre, et puis de partager les solutions qui ont commencé à être déployées sur un territoire, sur un autre, trouver les clés de reproductibilité d'un territoire à un autre de ces solutions. Et quand on n'a pas encore trouvé de solution, eh bien, aider et contribuer à en trouver ensemble. Voilà, c'est vraiment l'ADN de ce dispositif qui existe depuis 5 ans. Et je voulais passer par une petite minute de publicité. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, déjà, je vous invite à le faire. C'est important. Vous aurez accès à l'ensemble de la programmation du Hub des territoires. On organise une 50aine d'événements publics par an sur l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des territoires, que ce soit la cohésion sociale, la transition écologique ou les souverainetés. Donc il y a d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Et dans ce cadre-là, on a lancé cette année un parcours élu. Donc un parcours d'événements, une série d'événements qui restent ouverts, on va dire, à l'ensemble des acteurs publics et privés, mais qui peuvent directement intéresser les élus avec une capsule spécifique qu'on a appelée le Hub Décrypte, qui est un temps où, avec un expert, on décrypte, on prend du recul par rapport à la thématique, et puis un temps d'échange dédié aux élus en fin d'événement. Donc si on a des élus dans la salle ou connectés ou si vous accompagnez des élus au quotidien, n'hésitez pas à leur faire connaître ce parcours. On a déjà organisé 3 événements, si je ne dis pas de bêtises. On en a encore un le 2 juillet autour de la qualité de l'eau potable, des enjeux de l'eau en général dans les territoires. Et puis au 2e semestre, on aura un événement qu'on organise avec Linda et son équipe autour de la transition agricole et alimentaire. Ce sera le 1er décembre, mais on passera aussi sur les thématiques du logement, du grand âge, du numérique et de l'intelligence artificielle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant via la newsletter. Je voulais vous dire aussi que la séquence de ce matin, elle est filmée, enregistrée. On aura un replay qui sera accessible dans une semaine. L'ensemble des événements qu'on organise ici font l'objet d'un replay. Donc si vous voulez aller voir aussi ce qu'on a déjà organisé, il y a de la matière, des ressources, n'hésitez pas à vous y référer. Et enfin, j'ai bientôt fini, on va vous diffuser un lien vers un questionnaire de satisfaction. C'est utile pour nous de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire, avec quoi vous repartez à l'issue de cette séquence. Ça nous permet de progresser dans tout le travail qu'on peut faire avec l'ensemble des directions métiers de la Banque des territoires. Ça nous permet vraiment de répondre au mieux à vos besoins, à vos attentes à travers notre programmation. Donc n'hésitez pas à prendre le temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Linda. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Je vais faire rapide parce qu'on a un programme dense ce matin, mais je voulais tout d'abord remercier tous nos intervenants, tous les participants en présentiel et à distance d'être là ce matin et dire un tout petit mot d'intro sur pourquoi on fait cet événement aujourd'hui sur les mines, les marchés de gros. Historiquement, la Banque des territoires, on a une action sur les enjeux agricoles et alimentaires qu'on présentera à la fin de l'événement qui est finalement assez récente. Ça fait à peu près 6 ans qu'on a structuré une vraie offre complète sur toute la chaîne de valeur agricole et alimentaire. Pour autant, on s'appuie sur des investissements historiques, puisqu'en fait, lors de la création du statut des mines dans les années 60, la Banque des territoires a fait partie des premiers financeurs des sociétés d'économie mixte qui avaient été créées dans ce cadre. Et donc, on a contribué en investissement à la création de près d'une dizaine de mines historiquement. On est encore actionnaire de 8 d'entre eux.
Et les mines, ce sont les outils qu'ont créés les collectivités pour mettre en œuvre la politique publique d'approvisionnement alimentaire des territoires. On va le voir avec la restitution de l'étude, ce sont des objets qui font face aujourd'hui à un certain nombre de défis, de transformations, d'importantes évolutions. Pour autant, ce sont, à notre sens, des infrastructures stratégiques pour la distribution alimentaire en France. Ce sont aussi des outils d'aménagement du territoire et ce sont des véritables écosystèmes où se rencontrent des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de très grande nature différentes. Et c'est bien l'idée d'un événement comme celui-ci aujourd'hui. On a la conviction que c'est en faisant dialoguer ces acteurs autour des différents enjeux que connaissent les marchés de gros, les mines aujourd'hui, que l'on peut collectivement trouver des solutions au service d'un objectif que l'on porte haut et fort à la Banque des Territoires, qui est de favoriser la résilience alimentaire de nos territoires. Et l'actualité nous montre chaque jour à quel point c'est un enjeu important et sur lequel il faut grandement se mobiliser. Donc on va commencer avec la présentation du guide qui a été réalisé par Ceresco et Ernst & Young. C'est un guide qu'on a voulu très opérationnel. L'idée, c'est vraiment de donner à voir des solutions concrètes et des clés en fait, qui illustrent les mutations actuelles de notre système alimentaire et comment le développement des marchés de gros peut constituer une réponse à tous ces enjeux de résilience alimentaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc je vais laisser sans plus attendre la parole à EY et Ceresco pour qu'ils puissent nous présenter dans cette première partie les conclusions de leur étude. Et ensuite, on aura une table ronde de témoignages opérationnels avec des directeurs de mines pour justement avoir leur vision des choses et leur retour d'expérience concret du terrain. Et on terminera par une petite présentation de l'action de la Banque des Territoires plus globalement sur ces sujets-là. Merci à tous et je passe la parole tout de suite à Michael. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Michael Etève du cabinet Ceresco. Et Pierre Boisseau du cabinet EY. Merci Pierre. On va commencer par une définition des mines. Donc la définition, elle date de 2010 maintenant, sur la loi du 23 juillet 2010, qui était à l'époque liée au réseau consulaire, au commerce, aux services. Et donc la définition des mines, c'est des services publics de gestion de marché, offrant à des grossistes et des producteurs des services de gestion collectifs. Vu que les opérateurs sont concentrés à l'intérieur d'un site qu'est le mine, il y a l'opportunité de mutualisation de services à l'intérieur de ce site-là, adapté aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires, c'est-à-dire notamment la commercialisation des produits frais. Comme le disait Linda Rebout en introduction, ils répondent à des objectifs politiques qui sont pleinement dans l'actualité dans laquelle on est encore aujourd'hui, bien qu'ils aient tous 60 ans d'histoire, ces sites. C'est des outils d'aménagement du territoire. Ça permet de reconcentrer les opérateurs économiques, d'avoir une économie foncière aussi à l'heure du zéro artificialisation nette, d'avoir un effet quelque part grappe d'entreprises, mise en cluster de ces entreprises-là. C'est un lieu aussi d'amélioration de la qualité environnementale. Ça permet notamment d'optimiser les flux logistiques, d'avoir une efficacité sur la gestion du traitement des déchets. Ce sont aussi des lieux de production d'énergie renouvelable et de partage d'énergie renouvelable. Et puis enfin, ce sont des lieux de commercialisant les produits frais, de sécurité alimentaire et notamment de contrôle sanitaire des produits. Derrière cette définition un peu générale des mines, vous verrez que les sites sont assez différents les uns des autres et ont finalement pas tous le statut mine, c'est-à-dire que certains sites sont des marchés de gros aujourd'hui et n'ont pas le statut mine. D'autres sont en train de se positionner comme étant des marchés d'intérêt locaux. Je pense notamment au site de Nancy, ou d'autres encore se revendiqueront comme des marchés d'intérêt régionaux. Je pense à certains sites comme Rennes ou à ce site de Tours. Les mines occupent une position centrale aujourd'hui dans la chaîne alimentaire que vous avez à droite de l'écran. Ils sont en plein centre de la chaîne alimentaire entre l'amont et l'aval. Ce sont des lieux d'activité de négoce, donc de commerce de gros, mais pas que. On va le voir que de plus en plus, ils amènent une activité économique beaucoup plus diversifiée que la seule activité de négoce. C'est un secteur de poids puisque les grossistes, d'une manière générale, tous ne sont pas sur les mines, représentent quand même près de 40% de la première mise en marché des fruits et légumes. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la vingtaine de mines en France et marché de gros représente environ 15 milliards d'euros déclarés, c'est-à-dire c'est le chiffre d'affaires des opérateurs des mines aujourd'hui, présents sur les sites. Derrière ce chiffre-là de 15 milliards d'euros, il faut retenir que ce n'est finalement que 10% du chiffre d'affaires du commerce de gros alimentaire. Ça veut dire que 90% du chiffre d'affaires se fait désormais en dehors des mines et des marchés de gros, notamment par certaines grandes enseignes qui sont des grossistes à service complet qui livrent
pour certains d'entre eux, sont quand même sur les mines, mais le gros du business aujourd'hui se fait en dehors des mines. Les producteurs des mines aujourd'hui, qui sont sur aussi l'historique carreau des producteurs, représentent aujourd'hui à peu près 4 à 5% des exploitations agricoles en circuit court. Donc là encore, on a une transformation profonde depuis 60 ans. Là où les producteurs étaient massivement présents sur les mines, aujourd'hui, les circuits courts se sont organisés en périphérie des mines. Et c'est un vrai enjeu de reconquête par les mines. On verra des exemples pour certains témoignages. Et enfin, donc, le commerce de gros alimentaire est un secteur très concentré, puisque 9% des grossistes réalisent 90% du chiffre d'affaires du secteur. Ça montre le poids de certains géants économiques dans ce secteur-là, pesant sur l'environnement concurrentiel et d'affaires des grossistes et des mines. Notre consommation, elle a profondément changé. On a repris ici une transformation plus récente sur les 15 dernières années, donc de à peu près 2016 à maintenant. On a des transformations qui ont connu 3 cycles de consommation. Avant la Covid-19, c'est les barres que vous avez en orange à l'écran, au point 1. On était dans une consommation plutôt atone, légèrement descendante, où on a beaucoup parlé de transition alimentaire, de segmentation, de qualité, où on allait chercher finalement de la valeur sur des marchés un peu de niche à cette époque-là. On a eu ensuite une période de consommation complètement confinée, c'est la période 2 à l'écran, très en dents de scie, qui a été très profitable au bio et au circuit court, puisqu'on a consommé finalement principalement de l'alimentation, parce qu'on n'avait pas la capacité de dépenser sur d'autres sujets. Donc il y a eu une période de boom des circuits courts et du bio, et du local, et du e-commerce. Et puis on a actuellement, on est en train un peu d'en sortir, mais c'est encore poussif. On est depuis novembre 2021 dans une forme de déconsommation de notre alimentation, très lié aussi à l'inflation alimentaire de plus 25% depuis novembre 2021. Et si je donne des chiffres sur les seuls fruits et légumes, qui sont les chiffres du CTIFL, on a connu moins 13% en volume de consommation de fruits et légumes depuis 2019. Et si on se projette, toujours selon les chiffres du CTIFL d'ici 2035, on irait jusqu'à moins 15% de consommation en volume de fruits et légumes. Ça veut dire qu'on est aussi face à une transformation des modes de consommation qui glissent vers la restauration hors domicile notamment, ou des produits plus transformés et moins de frais, hélas. Donc ça, c'est un élément avec lequel l'environnement d'affaires des mines est appelé à composer. Les transformations que l'on vit, elles sont démographiques et elles sont aussi économiques. Alors sur les transformations démographiques, on a une baisse de la population, si on se projette avec les chiffres de l'INSEE d'ici à 2035-2070. Ça veut dire que le volume ne va probablement pas augmenter et que la répartition des parts de marché entre les différents types de clientèle va glisser de plus en plus du à domicile vers le hors domicile. Ça, c'est ce qu'on observe. Et on voit des glissements aussi entre les formats de distribution, des grands hyper vers les formats puissants proxy. Le deuxième élément de transformation profonde qu'on vit, c'est la littoralisation de la société et la périurbanisation. Et ça recompose le tissu commercial et les aires de chalandise. Ça a notamment profité à des enseignes multifrais. Par exemple, l'enseigne Grand Frais, qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Et ces enseignes-là profitent de cette périurbanisation très fortement. Le troisième élément important, c'est que la France vieillit. Ce qui veut dire aujourd'hui que, si je donne un chiffre, on a quand même plus de 50% de la consommation des produits frais alimentaires qui le sont par des personnes de plus de 60 ans. Alors ça, c'est un chiffre qui a été rappelé au dernier Salon international de l'agriculture. Pourquoi ? Pouvoir d'achat, capacité de temps sur de la cuisine, savoir-faire de ça aussi, de la cuisine, tandis que les actifs aujourd'hui externalisent la fonction de repas, notamment vers la restauration hors domicile. Ça, c'est un élément important parce que ça requalifie aussi la typologie d'opérateurs à faire venir sur les mines, et ça induit aussi d'autres circuits de distribution finaux, donc d'autres clients des grossistes demain. Et puis, dernier élément de transformation profonde, parce qu'aussi démographique, c'est que la taille des ménages, elle a considérablement diminué aujourd'hui aussi. On passe de 3 à peu près 2. Donc ça veut dire que là encore, les volumes vont probablement baisser et que la distribution urbaine glisse des grands hypermarchés vers les formats finalement plutôt proximité ou commerce indépendant. Et ça, c'est plutôt un élément favorable aux mines demain à intégrer. Donc là, c'est ce que je disais, c'est que quand on regarde notre consommation alimentaire, on a l'habitude de dire qu'habituellement, 80% de notre consommation, elle se fait dans les grandes et les moyennes surfaces. Ça, c'est pour tous les produits alimentaires et les produits d'hygiène. Quand on regarde sur le seul sujet du frais alimentaire, on n'est pas du tout sur les mêmes répartitions, et ça, c'est intéressant pour les mines et les marchés de gros. C'est que le frais alimentaire, c'est à peu près 36% de notre consommation. Donc les fruits, les légumes, les produits carnés, les produits laitiers fromagers, les poissons. Et
si la grande et la moyenne surface représentent encore à peu près 50% de cette distribution-là, on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié qui se fait dans d'autres formats, notamment les commerces indépendants et les formats de proxy de moins de 300 mètres carrés en ville, et les multifrais, donc les enseignes type Grand Frais, Groupe Marie Blachère, Provençal, Manger Frais. Ça, c'est un élément important, parce que ça veut dire que pour les mines, il y a une vraie opportunité, et pour l'aménagement urbain et la qualité de vie urbaine, de travailler avec le commerce indépendant et le tissu de multifrais, tout en visant également la grande et la moyenne surface. Quand on regarde les transformations qui s'opèrent aujourd'hui sur les mines et les marchés de gros ou les marchés d'intérêts locaux, on voit du coup une adaptation de ces sites-là à l'environnement d'affaires. Et si on caractérise ça par le schéma, à gauche, vous avez en noir les fonctions historiques des mines et des marchés de gros. Donc on a la fonction de carreau des producteurs, la fonction de commerce de gros, et puis on a souvent aussi des grossistes à service complet, c'est-à-dire des grossistes qui livrent, où l'achat ne se fait pas en présentiel sur le site, et qui ont donc des entrepôts dédiés à ça, aussi sur les mines ou sur les marchés de gros. Ça, c'est les deux fonctions et les deux typologies d'opérateurs historiques. Face aux transformations que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, quand on regarde la requalification qui s'opère dans les projets, dans les sites, on s'aperçoit que pour ceux qui ont l'image de Rungis et les pavillons marais, fruits et légumes, produits carnés, la réalité de l'aménagement aujourd'hui des nouveaux sites ou des sites qui se requalifient s'organise moins en pavillons et plus en pôles d'activité avec un effet grappe ou économie ou cluster qui est recherché à chaque fois dans ces pôles. On a des pôles innovation, transfert, formation, conseil. Certains sites ont particulièrement mis ça en avant. On aura tout à l'heure un témoignage notamment de Lille, j'imagine, sur ce sujet-là. Le site Euralimentaire qui a été très mis en avant ce sujet de la food tech notamment. On a des sites qui ont développé des pôles agroalimentaires, c'est-à-dire tout ce qui touche autour de la transformation des produits, soit des ateliers collectifs pour l'agriculture, soit pour l'artisanat, soit également pour accueillir des activités type traiteur sur les sites. Et donc on a un environnement autour des métiers de bouche. Un site de référence sur cette thématique-là est entre autres le site de Montpellier. On a d'autres sites qui ont développé une dimension plus sociétale aussi. Alors tout ce qui touche autour des tiers-lieux alimentaires, de l'accessibilité sociale à l'alimentation, qui est hélas un sujet sociétal important. Et donc là-dessus, la plupart des mines ont à minima des opérations de dons alimentaires avec les grossistes, mais développent aussi d'autres activités avec le tissu économique et social local. Enfin, élément important évident, compte tenu des enjeux de logistique, les sites développent tous des fonctions de logistique urbaine, de livraison dernier kilomètre, mais aussi certains d'entre eux commencent à travailler sur des sujets de ramasse premier kilomètre au sein des bassins agricoles pour sécuriser les approvisionnements agricoles sur le site. Et puis, dernier brique, et la cinquième, l'intégration environnementale est présente sur ces sites-là, puisqu'on a à la fois des projets qui portent sur la production et le partage d'énergie renouvelable, mais aussi par la gestion des déchets, un retraitement des coproduits, voire parfois pour certains d'entre eux, un lavage de contenants quand on est sur des sujets de restauration hors domicile et qu'on passe du plastique à l'inox, par exemple. Voilà. Donc là, on a 5 nouvelles dimensions dans les projets qui montrent la transformation qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années maintenant sur la plupart des sites. Le panorama des projets, donc on est en moyenne sur des sites, on en a fait une cartographie, vous l'aurez dans le rapport. On a à peu près une vingtaine de sites aujourd'hui, au moins une dizaine en gestation et en perspective devant nous. Donc on voit un maillage national aussi qui est en train de finalement de se conforter. C'est intéressant à l'échelle nationale quand on parle de souveraineté alimentaire, d'économie de proximité. Il y a un vrai enjeu aussi à ce que ces sites-là travaillent davantage en réseau, probablement, à des échelles régionales à minima. Donc c'est des investissements entre 20 et 100 millions d'euros qui sont observés. On donne ces chiffres-là hors Rungis, puisque Rungis est dans une taille hors norme, on va dire, et un peu locomotive de ces sites-là, y compris à l'échelle européenne. On a des renouvellements de délégations de services publics qui sont en cours, Nantes, Tours, Avignon, Strasbourg, Nancy, qui est en cours aussi. On a des projets qui se développent en ne se revendiquant ou en ne cherchant pas à se faire tamponner marché d'intérêt national. Je le disais tout à l'heure, certains sites se revendiquent marché d'intérêt locaux. On voit une forme là d'ancrage territorial des projets. Et puis on a des projets qui s'inscrivent de plus en plus dans des opérations de requalification urbaine, c'est-à-dire que ces sites-là étant souvent soit intra-urbains, soit périurbains, ils s'inscrivent souvent aujourd'hui dans des opérations de ZAC et de plans de transformation globale de leur territoire,
Là, il y a plein de sites qui sont en cours. Je pense à Nîmes, je pense à Lyon, je pense à Avignon, je pense à Lille, par exemple. Voilà. Nantes aussi. Donc, au-delà des mines, on a aussi des sujets de requalification urbaine en lien avec les mines. Dans le cadre de cette étude, on a essayé de réaliser un profil financier des mines. Avec tout ce que vient de dire Michael, on se rend compte que c'était pas aisé, forcément, avec des structures de tailles différentes qui interviennent sur des géographies différentes. Néanmoins, on a réussi à isoler quelques chiffres qui, à notre sens, sont évocateurs de la situation des mines. Là aussi, hors Rungis, qui a un effet sur la moyenne qui peut perturber les chiffres. Le premier constat, peut-être dans la structure des revenus des mines, 94%, ça représente la part moyenne dans les produits d'exploitation des loyers et des charges locatives des mines. Ce qui fait écho au modèle historique de foncière immobilière qui doit être, à notre sens, dépassé dans les principales orientations stratégiques à venir. Les autres produits sont constitués essentiellement de droits de pesage ou de droits d'entrée sur le mine ou de produits annexes type stationnement. Deuxième constat, le chiffre d'affaires est majoritairement constitué de loyers et de charges locatives et la rentabilité annuelle est faible. La rentabilité opérationnelle moyenne, donc encore une fois qui recoupe un ensemble de situations assez large, est de 5%. On parle ici de marge opérationnelle, prêts, impôts, frais financiers ou frais exceptionnels, ce qui est plutôt bas. Néanmoins, malgré cette rentabilité assez faible, qui est inhérente aussi à certains types de services publics, mais il y a une notion d'intérêt général qui intervient, c'est que malgré cette rentabilité, la disponibilité et la structure patrimoniale des différents mines étudiées est forte et bonne, ce qui s'explique par des investissements qui ont été réalisés il y a un certain temps, une rentabilité faible mais qui existe, et qui a permis de constituer une sorte de matelas qu'on peut voir, qui est illustré par les deux derniers ratios, un ratio de liquidité en caisse, donc le ratio entre la trésorerie, ce que comptent les mines en caisse, et le passif courant, les dettes à court terme, fournisseurs, fiscal ou social, de 3. Dit autrement, les mines ont en moyenne 3 fois plus d'argent dans leur compte en banque que l'argent qu'on leur demandait dans l'année à venir. Et ces chiffres-là sont plutôt prometteurs sur en tout cas c'est le constat qu'on tire dans notre guide, sur l'avenir et sur les capacités d'investissement et la capacité à attirer des financeurs externes dans les projets en assurant une part de fonds propres injectés par les mines. Sur ces projets futurs, le guide met en avant 3 grandes orientations stratégiques. Là aussi, c'est un souci de généralisation et ces 3 catégories recoupent des réalités qui sont bien plus différentes et protéiformes. Néanmoins, si on essaye de prendre du recul, on a une première version qui serait un mine dit concentré, une intégration horizontale, un mine qui reste sur son cœur d'activité de foncière immobilière, mais en se généralisant géographiquement et sur d'autres sites, baisse ses coûts de fonction support et atteint une rentabilité plus forte sur cette base-là. Donc moins intense capitalistiquement. On a également le mine diversifié, qui produit plus là une intégration verticale en restant sur son cœur d'activité historique de production alimentaire, mais en remontant la filière ou en la descendant, avec des activités de transformation par exemple ou de production. Et enfin, le mine dit disrupté, là aussi qui englobe une généralité d'activités différentes, mais qui est celle qui, à notre sens, s'inscrit le plus dans la trajectoire qui a été décrite notamment par Michael, et qui est rendue possible par ces réserves évoquées ci-avant, qui est le développement. Alors, l'idée n'est pas de développer des activités dans tous les sens, mais qui est quand même un lien, mais notamment le projet que tu évoquais de start-up ou de tiers-lieux alimentaires, qui permettent de placer le mine dans vraiment une perspective d'aménagement et en lien avec la politique publique, qui nous semble particulièrement intéressante. On pourrait mettre derrière l'image du mine disrupté le mine non physique, c'est-à-dire le mine digital, la marketplace. On voit que certains sites, alors Rungis a une marketplace qui a été développée, d'autres sites sont en cours en France,
Donc on voit que la question du e-commerce aussi ici, dans cette digitalisation des processus, est un élément important. On sort du marché physique pour aller vers un marché de plus en plus digital et des livraisons. Et toutes ces structures et toutes ces orientations s'inscrivent évidemment dans une question du portage et de la structure qui met en avant ces projets, et notamment le rôle de la personne publique. On le disait tout à l'heure, alors quand on glisse maintenant sur les modalités de portage de ces projets-là, qui, encore une fois, deviennent finalement très divers, au-delà du seul commerce de gros, qui est le fondement historique de ces sites-là depuis 60 ans, on voit qu'ils se sont profondément diversifiés. Du coup, la diversité du mode de portage juridique, elle vient en écho forcément de ça. On ne constate pas qu'il y a un bon ou qu'il y a un mauvais mode de portage. Le sujet, c'est plutôt une cohérence avec la stratégie portée sur le site. Majoritairement, il faut qu'on rappelle que la plupart de ces sites-là sont quand même portés en format de société d'économie mixte et que donc l'économie mixte est quand même le modèle dominant de la gestion de ces sites-là, la plupart du temps encore choisi. Pour autant, la diversité des modes nous montre qu'on a des sites qui sont gérés en régie. Je pense par exemple Bordeaux, je pense Cavaillon par exemple, Grenoble qui témoignera tout à l'heure. D'autres sites sont portés en société publique locale, donc à capitaux 100% publics. Je pense notamment à Marseille, à Château-Renard par exemple. D'autres sont en délégation de services publics, puisque pour certains sites qui sont mines, ce sont des services publics, de compétences métropolitaines notamment. Donc là, on va retrouver les portages plus classiques de délégation de services publics, soit en affermage, c'est-à-dire que c'est la collectivité, autorité délégante, compétente qui investit sur le site, l'exploitant n'investissant pas, c'est par exemple le cas de Nantes. D'autres sont portés en concession, c'est-à-dire que le risque sur les investissements et le risque d'exploitation est souhaité être externalisé. Et donc là, c'est plutôt la majorité des sites, c'est les SEM notamment, qui, exploitant les sites, investissent et exploitent. Au-delà des SEM, on a vu un autre site qui a glissé, qui mixte le portage entre une régie sur le site et une CEMOP sur une opération environnante. C'est le cas de Bordeaux, par exemple, avec des fonds d'investissement partenaires qui rentrent au capital pour financer l'opération. Donc c'est le cas de Bordeaux avec une CEMOP. Et puis on a des sites qui ont choisi de ne plus être en service public mine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'intérêt territorial au projet. Derrière, on a finalement deux voies. Certains ont choisi d'être déclassés, c'est le cas de Lille, pour des raisons, ils en expliqueront, mais entre autres patrimoniales et de volonté de permettre à certains opérateurs d'accéder à de la propriété et de les retenir sur leur site, tandis qu'ils, dans leur trajectoire immobilière, ils seraient partis en dehors du mine dans une zone d'activité voisine. Et pour autant, là, la collectivité est pleinement présente dans le site, puisqu'elle est majoritaire à plus de 70% dans le capital de la SEM. Donc il y a toujours une utilité territoriale au projet, ce n'est pas une privatisation pour autant. Et d'autres sites ont fait des choix de privatisation complète, c'est les cas de Caen par exemple ou de Lyon. Voilà. Donc on voit une certaine forme d'éclectisme de gestion aujourd'hui de plus en plus. Pour terminer, on voulait rappeler que les marchés d'intérêt nationaux, et en écho à l'introduction que donnait Linda Rebout tout à l'heure sur les sujets de transition alimentaire et de souveraineté, finalement aujourd'hui le mine va s'inscrire de plus en plus dans un environnement de politique publique. C'est-à-dire que c'est un équipement public territorial, c'est un service public pour certains sites, et donc c'est aussi un sujet en lien avec les projets alimentaires territoriaux, par exemple, ou les conférences de la souveraineté qui viennent de s'ouvrir en région. Et donc ce qu'on voit, c'est que les mines demain vont progressivement, probablement de plus en plus travailler sur la sécurisation de leur approvisionnement agricole, et donc le lien avec les foncières agricoles, le stockage, portage, le renouvellement des générations. Là, il y a un enjeu important, 30% d'une génération agricole partant à la retraite, il y a un sujet de sécurisation des approvisionnements des mines demain. À l'aval de ça, on voit bien aussi que certains sites commencent à travailler avec des foncières commerciales qui font l'équivalent agricole, mais sur des sujets de commerce de proximité. Incuber et porter les commerces de proximité de demain, c'est avoir les acheteurs de demain sur un marché d'intérêt national ou un marché de gros. Enfin, si on va en haut de l'écran, en haut de la flèche qui monte vers le haut, certains sites ont cherché à mettre en grappe les entreprises dans une logique soit association loi 1901, soit de groupement d'intérêt économique. C'est le cas par exemple du mine de Château-Renard avec l'Axium Château-Renard, grand marché de Provence. C'est le cas par exemple du GIE de la terre à l'assiette sur l'île par exemple. On voit qu'il y a, au-delà de gérer le site, une volonté de mettre en dynamique les acteurs économiques et d'avoir un travail collectif d'animation de filière avec ces acteurs-là, qui dépasse la seule fonction d'exploitation du site. Et puis enfin, pour terminer, quand on regarde la flèche du bas, certains sites vont commencer à développer des filiales, alors soit pour gérer un sujet énergétique, soit pour gérer un sujet logistique, soit parfois pour gérer un autre site voisin ou ailleurs en France.
Voilà. On a terminé sur la présentation et on va vous proposer donc le temps d'échange à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette présentation ? Je peux lire celles qui sont dans le chat, il y en a 2. La première, quid des gaz à effet de serre et des conséquences sur le réchauffement climatique généré par les importations en gros de produits frais à bas coût venant de pays géographiquement éloignés de la France ? Et donc plus généralement la question de l'approvisionnement français, j'imagine, des mines. Et il y a une deuxième question sur quelles infrastructures de transport pour desservir les mines. Plus précisément, que penser du tissu ferroviaire français de proximité qui est extrêmement dégradé, voire abandonné en termes de desserte logistique, avec l'exemple de la ligne ferroviaire appelée le train des primeurs qui relie Perpignan à Rungis. Alors sur la première, qui est plus une affirmation qu'une question, je dirais que justement c'est l'intérêt d'avoir des mines, ou des marchés de gros, ou des marchés d'intérêt régionaux, ou des marchés d'intérêt locaux. C'est que leur sujet, c'est justement de travailler à la relocalisation de cette économie alimentaire-là. Et donc si sur un site demain on a des producteurs, des grossistes, des transformateurs, des artisans des métiers de bouche, des acheteurs commerçants de proximité, on recrée une économie de proximité à travers ces sites qu'on pourrait qualifier finalement de village de l'agroalimentaire ou de pôle alimentaire. Ça serait une autre manière de les appeler. Donc je dirais que les mines, les marchés de gros, les marchés d'intérêts locaux sont une réponse à cet enjeu de relocalisation. Voilà. Après, on ne peut pas toujours juguler tous les flux d'importation et sur, hélas, certains produits, parfois c'est nécessaire. Faut l'accepter. Le sujet, le mine est un vecteur d'économie de proximité demain, au même titre que les marchés de gros. Sur le deuxième sujet, qui était le sujet logistique, c'est un vrai sujet. Alors, c'est un sujet de longue haleine. Il faut rappeler que tous les sites, quand ils ont été créés dans les années 60 par le Commissariat général au plan, ils sont tous connectés fer, ou en tout cas pour la plupart. Hélas, parfois, certaines lignes de fret, pour le coup, ne fonctionnent plus. Mais encore une fois, ils le sont. Pour la plupart, ils le sont. Alors, je regarde quelques acteurs qui sont là, mais le mine de Strasbourg est présent, il est connecté fer. Le mine de Grenoble, il a une voie ferroviaire qui passe à côté. Le mine de Lille ne l'a pas, mais il y a des réflexions logistiques avec le port qui est en face. Et d'ailleurs, vous êtes lauréat logistique sur ce sujet-là. Donc, c'est intéressant de voir que ces infrastructures-là, connectées fer, peuvent rebondir sur ce sujet. Le sujet, ça va être, est-ce que le choc énergétique dans lequel on rentre va accélérer le sujet ? Voilà. Probablement qu'il va falloir qu'on soit face à ce choc énergétique pour rebasculer vers le fer. À date, pour l'instant, on n'y est pas encore, hélas. On avait aussi une question dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je suis Hermine Chambard-Delot, je suis la déléguée générale de l'UNCGFL, donc les grossistes de fruits et légumes. Une question et puis un apport aussi, si je peux me permettre. Vous avez parlé de la marketplace, notamment de Rungis, qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment opérationnelle. Est-ce que vous en avez vu dans d'autres marchés ? Et je vais jusqu'au bout, comme ça, je vous laisserai répondre. Et c'est très intéressant, votre approche, notamment sur le mine disrupté, parce que, justement, il nous semble que les marchés de gros, au sens large, pas que les mines, en faisant le lien avec les politiques publiques, ont précisément cette capacité à accompagner les grossistes que les marchés hébergent, dans une vision beaucoup plus prospective qui peut intégrer cette réflexion sur le transport ferroviaire, multimodal, fluvial, etc., en fonction des spécificités de chacun des marchés de gros. Donc, est-ce que, même quel que soit le modèle, mine ou pas mine, est-ce que vous avez vu dans votre tour de France et d'horizon, justement, des marchés de gros qui travaillent de façon très proche sur ces réflexions d'avenir en dehors de alimentaire qui, on le sait, est déjà pas mal impliqué. Alors sur le sujet digitalisation, donc Rungis Market, opéré par l'opérateur Califray, qui est une société filiale de la STEF, est quelque chose qui est à l'œuvre, à ma connaissance. Je pense que c'est aussi des sujets qui sont, comme on l'évoquait tout à l'heure sur le fer, encore en devenir. C'est-à-dire que c'est des sujets quand même techniques, complexes, qui invitent à de la mutualisation, donc de la coopération entre les opérateurs. Et on sait que ça, en général, c'est de longue haleine, hélas. Mais j'ai envie de dire, le système est enclenché. Le mine de Château-Renard est en train de travailler sur la digitalisation de son carreau des producteurs. Le mine de Marseille est en train de vouloir travailler aussi à un sujet de marketplace. Le mine de Lille, par le passé, avait développé un projet qui s'appelait Fresh
et qui, hélas, ça a été complexifié par la période de Covid qui est arrivée derrière. Donc, en fait, l'ouverture vers la digitalisation, elle n'est pas que propre à Rungis, hein, elle arrive aujourd'hui dans les autres sites. Voilà. C'est un vrai sujet, hein, le e-commerce alimentaire, c'est 9% de notre consommation. Hein. Les circuits courts, c'est 3%. C'est 3 fois plus le e-commerce alimentaire. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, la digitalisation, une vraie opportunité. 2 opportunités induites, fidéliser du client, puisqu'il vient déjà en présentiel, et du coup, vous le fidélisez par de la praticité. Aujourd'hui, un restaurateur, vu ses horaires, il veut être livré, et s'il a confiance, parce qu'en achetant en présentiel, il a la confiance, il va cliquer et acheter. Deuxième opportunité commerciale, l'élargissement de l'aire de chalandise, évidemment. Chiffre important à connaître sur le e-commerce, Metro Cash & Carry veut tripler son chiffre d'affaires par le e-commerce alimentaire. Ça veut dire que les concurrents, ils vont à fond. Pour dire les choses crûment, ça va inciter à réagir en face. Et le deuxième sujet, j'ai oublié, après le e-commerce, vous n'aviez pas évoqué l'innovation? Le faire. C'est le lien avec les politiques publiques et les acteurs du territoire, justement, pour engager des réflexions de long terme. Alors, on a parlé de transport multimodal, mais il peut y avoir, évidemment, sur l'environnement, beaucoup de projets. La plupart des métropoles ou collectivités agglo ou communes, parfois, ont toutes, je dirais peu ou prou, des projets alimentaires territoriaux qui sont en train d'être déclinés. Pour toutes les dernières collectivités qui ont relancé des délégations de services publics, on a vu un changement. C'est qu'il y a une vraie demande, et ce qui a induit un changement de métier dans les sociétés de gestion des mines, c'est qu'il y a une vraie demande d'ancrer le projet dans la logique territoriale, sur les sujets d'accessibilité sociale à l'alimentation, sur les sujets d'innovation, sur les sujets d'économie de proximité, sur les sujets de logistique urbaine, sur les sujets d'optimisation d'économie circulaire. Et ça, c'est systématique aujourd'hui. Voilà. On l'observe de partout. Donc ça amène une cohérence entre le projet de territoire et l'outil public qu'est le mine. Ce qu'on s'aperçoit en conséquence, par contre, pour les exploitants, c'est que c'est un changement de métier. C'est-à-dire que, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre, sur le métier historique de foncière immobilière qui subsiste et de gestion de site, il y a de plus en plus un sujet qui est un métier de développeur. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà. D'où le fait que certains l'internalisent ou créent des structures de développement. Allez, on est un peu... Dernière petite question. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Baptiste Andrieux, l'associé fondateur de Canopé. On est un acteur du financement et d'investissement sur le secteur agri-agro. On a lancé un fonds résilience alimentaire des territoires, notamment avec le soutien de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts. Vous avez parlé du profil financier des marchés de gros et des mines. Est-ce que vous pourriez revenir sur les sujets d'investissement, de financement dont ils ont besoin? Vous avez évoqué le sujet à Bordeaux de fonds qui étaient accompagnateurs de ces structures. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ces modalités d'accompagnement, comment les choses s'articulent et quels sont les besoins vis-à-vis de capitaux extérieurs au niveau des mines. Merci. Alors au niveau des mines, il y a plusieurs projets, et oui, des marchés de gros en général. Il y a plusieurs projets qui ont été lancés ces dernières années, certains qu'on a eu la chance d'accompagner. Sur tous les projets qui ont suivi cette orientation stratégique, notamment de mines disruptées, de orientation vers de nouvelles briques projets et de diversification des sites, il y a eu des besoins d'investissement assez forts. Les besoins d'investissement, ils étaient à plusieurs niveaux. Bâtimentaire, création de nouveaux espaces, rénovation aussi. Souvent, ces projets-là s'articulaient dans des logiques de développement durable et de mise à niveau des bâtis. Et tous ces projets donc, qui présentaient des montants importants, souvent on se sont inscrits dans des procédures de concurrence et des renouvellements de délégations de services publics. Donc en articulation ce financement avec la volonté de la puissance publique, parfois en allant chercher des subventions d'investissement, parfois en se tournant aussi vers les actionnaires historiques des sociétés d'économie mixte qui gèrent les mines, que ce soit la Banque des Territoires ou d'autres banques commerciales. Donc ça a été un peu le premier tour de table, les premières pistes de financement. Donc la rentabilité future de la délégation de services publics, l'appui de la puissance publique, soit sous la forme de subventions d'investissement, soit sous la forme de garantie de dette, soit de la dette ou des fonds propres qui ont été amenés, enfin de la dette subordonnée, amenée par les actionnaires historiques de la SEM. À côté de tout ça, il y a aussi un besoin sur des gros projets, on l'a vu, Mickaël le présentait, de 20 à 100 millions d'euros. Sur certains gros projets, il y a aussi des fonds externes qui sont mobilisés. Sur le projet de Bordeaux, que je connais moins bien, mais il me semble que les fonds d'investissement viennent en tant qu'actionnaires potentiels, en apport de fonds propres.
de la CEMOP, justement, qui vient financer les projets. Merci beaucoup. Michael et Pierre, ils viennent comme tiers investisseurs à Bordeaux, dans le cadre de la CEMOP. Merci beaucoup pour cette présentation. L'étude complète, elle est L'étude complète, elle est disponible en ligne depuis hier soir. Et la présentation sera aussi disponible bientôt sur le site internet du Hub. Alors, dans cette étude, il y a aussi pas mal d'exemples, et dont des exemples mis en œuvre par nos 3 futurs intervenants. Donc, on a le plaisir d'accueillir Thomas Vincent, directeur d'Euroalimentaire, Feriel Navarro, directrice du mine de Grenoble, et Olivier Leroux, directeur du mine de Montpellier. Merci beaucoup à vous. Est-ce que peut-être déjà vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit Bonjour, donc Feriel Navarro, mine de Grenoble. Réagir, j'ai envie de dire que nous, on s'inscrit complètement dans cette logique de constat et de réflexion, puisque on est au tout début de notre projet de requalification de notre mine. On a eu l'occasion, nous, d'avoir ce rapport il y a quelques jours, donc on l'a parcouru assez vite fait, et personnellement, il va assez m'intéresser, parce que je suis arrivé, moi, sur le site il y a moins de 2 ans, avec beaucoup de travail sur le site, et cette approche pour bien comprendre justement le modèle mine, parce que de fait, on ne l'est plus, donc moi, je ne les connais pas aussi bien que ça, va m'aider, je pense, pour définir nos stratégies futures et être un peu plus sur le domaine alimentaire, parce que ce n'est pas le domaine dans lequel je suis à la base. Moi, pour être en poste depuis plus de 15 ans sur le mine de Montpellier, je vois effectivement le virage des mines depuis vous avez dit 10 ans, je dirais 12-13 ans. On pourra d'ailleurs témoigner de manière très opérationnelle, très visuelle sur ce virage-là avec des cas concrets. C'est ce qui intéresse, je pense, les personnes ici. J'adore le mine disrupté. Je l'adore. On y va. Suivez-nous. Ben, génial. On va commencer par une présentation de Feriel Navarro. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter le mine de Grenoble, donc le Grand Marché des Alpes, qui accessoirement est le plus petit mine de France. À peu près comme tous les mines, il n'existait pas avant les années 60, donc c'était un regroupement de grossistes, de producteurs et d'acheteurs autour des marchés de centre-ville, avec tous les problèmes d'hygiène et de circulation que ça pouvait poser. Donc en 61, on démarre la construction de ce mine sur 7 hectares, avec une petite particularité, il est construit avec une voûte autoportante en rési de béton armé. Donc je me suis permis de vous mettre quelques petites photos parce que c'était à l'époque assez innovant comme structuration. C'est autoportant et encore actuellement, la voûte est assez envoûtante. Les travaux démarrent en 61 et le marché ouvre en 63. À ce jour, elle est labellisée architecture contemporaine remarquable, ex-patrimoine du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est 7000 m² de carreaux, autour de 48 box, et avec des sous-sols et des parkings. Donc, il y a beaucoup de milliers de mètres carrés, mais pour un mine, c'est des petits milliers de mètres carrés, tout petits. C'est bien sûr une structure qui est dédiée à la filière agroalimentaire. En petite carte d'identité, le mine de Grenoble, il était à la ville de Grenoble jusqu'alors. Il a été transféré en 2015 à la métropole, Grenoble-Alpes Métropole. L'exploitation, elle est confiée à la régie du mine, qui est une régie à autonomie morale et financière. Il y a à peu près 60 locataires, environ 76 grossistes, et une dizaine de producteurs locaux. Il y a une variété assez importante de produits qui est représentée, même si c'est peu de grossistes pour cette variété-là. Et puis, il y a des fonctions de support telles que l'achat-revente de palettes, de la logistique, de la déchetterie, des stations GNV et des bornes de recharge, du support.
une filière, un site dédié à la filière agroalimentaire et aussi un petit peu quand même au patrimoine parce que cette voûte est assez remarquable. On y a mêlé aussi un petit peu de street art au fond avec cette fresque, je vous ai mis en aperçu. Étant donné les volumes, elle permet d'accueillir aussi pas mal de réunions telles que l'Assemblée citoyenne de l'alimentation et puis aussi de la culture. On a expérimenté du son et lumière. Bon, ça c'était pour la fiche d'identité. Ce qui nous amène ici, c'est la question de la restructuration, requalification, en tout cas définition du projet d'avenir. On a appelé ça le projet mine à venir. Je crois que l'entrée, parce que je suis arrivée il y a 1 an, mais l'entrée a été dans un premier temps une logique de rénovation thermique et bâtimentaire. Mais étant donné les montants annoncés pour la rénovation, bien évidemment que ça a suscité quand même quelques interrogations et la nécessité de modéliser un projet en face de ces éventuels investissements conséquents. Donc on a regardé un petit peu ce qui se passait. Finalement, on fait pas mal de constats. Le mine, aujourd'hui, il est rempli à 100%. Donc, on ne parle pas de désintérêt des acteurs économiques locaux. Si on s'arrête là, on se dit, bon, on rénove. Mais en même temps, 100% d'occupation et 7000 m² quasi vides. Voilà. C'est assez impressionnant. La voûte est belle, mais dessous, c'est vide. Quelques carreaux, d'accord, mais on peut quand même dire que c'est vide. Donc, on est clairement sur des mètres carrés sous-utilisés. Et en plus, qui ne répondent pas complètement aux besoins. S'il y a des nouveaux besoins qui arrivent, on ne sait pas forcément y répondre. Le budget, il est stable. Donc, encore une fois, on peut dire qu'il n'y a pas de sujet. Mais en fait, il est beaucoup trop faible pour engager les investissements à venir. Il ne permet pas de facturer les locations au prix de revient exact. Donc, j'entends par là, pour être très clair, que la métropole paye encore la taxe foncière. Voilà, donc le budget du mine ne permet pas de reproduire cette taxe foncière. Donc, ce n'est pas le vrai prix de revient. Hein, donc, c'est interrogeant et c'est à faire évoluer, effectivement. L'équipe de la régie du mine, elle est bien dimensionnée. Elle fait ses missions, mais des missions d'exploitation. Donc, aujourd'hui, pour parler transition, pour aller faire du développement commercial, pour aller faire de la gestion de projet, parce que le territoire a un PAIT, donc plan alimentaire interterritorial, on n'a pas les ressources pour aller gérer du projet. Et ça, encore une fois, si on ne va pas chercher du projet, on ne va pas chercher du développement et on ne s'assure pas des marges financières pérennes. Donc, encore une fois, certes, c'est bien dimensionné, mais pas pour les besoins déjà actuels et encore moins à venir. Le bâtiment, donc on constate, il est reconnu. Partout à Grenoble et dans les environs, c'est où est le mine, c'est un mine. Il est assez idéalement situé de ce qu'on constate. Les loyers sont attractifs, mais en même temps, sa rénovation, elle devient plus qu'obligatoire. Et finalement, tout le monde connaît le mine, mais personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Voilà. Donc, en 2025, on a lancé ce projet de redéfinition d'un modèle pour qu'il réponde bien sûr aux enjeux actuels et futurs, et en se projetant dans un modèle qui assure les besoins des acteurs économiques locaux, avec derrière pour la métropole la déclinaison en un PPI soutenable. Et tout est dans le soutenable, je crois. Pardon. Juste un petit peu de comment on a fait, où est-ce qu'on en est. On a commencé par fixer ce qu'on a appelé les invariants avec l'équipe politique en place en 2025. Tant dans la modernisation du site, il y a l'idée de devenir un lieu totem de la filière agroalimentaire, éventuellement à ouvrir un petit peu au public et bien évidemment à intégrer les enjeux de logistique urbaine. Donc on a cadré avec le niveau politique. C'était en 2025 et mars 2026, une nouvelle mandature. Et le nouveau conseil d'administration du mine a été élu le 4 juin. Voilà. Donc, il faut maintenant qu'on voit, avec le nouveau mandat, comment on adapte ou on prend en compte la nouvelle mandature. Une fois qu'on avait cadré le niveau politique, on est allé au niveau des usagers. Les usagers, tant
actuels que les potentiels, que ceux qui ne sont les non-usagers. Voilà, ça nous a aussi beaucoup intéressé de savoir pourquoi certains acteurs ne passaient pas par le mine. Donc on a pu faire une cartographie des besoins des locataires actuels et aussi des clients, qu'ils soient clients ou non clients. Aujourd'hui, avec tous ces retours et toute cette réflexion-là et ce cadrage politique, on a eu, je ne sais plus, excusez-moi si je vous ai pas mis la slide, mais on a, je sais pas, une vingtaine de pistes d'action, 23 de mémoire, voilà. Mais ces 23 pistes, elles dessinent pas un modèle cohérent, dynamique, avec des perspectives à moyen et long terme financiers. Donc, on a rajouté dans le gros projet un cabinet conseil de façon à pouvoir évaluer les pistes déjà qui étaient ressorties de façon un petit peu objective et quantitative, et puis dessiner des scénarios. Donc, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, parce que je suis là pour vous dire tout ce qui nous reste à faire, acculturer nos nouveaux élus et notre nouveau conseil d'administration, vérifier l'adéquation du projet politique avec ce qui commençait à se dessiner, maintenir la collaboration avec la ville de Grenoble, puisqu'ils ont aussi un projet politique alimentaire, ils ont un projet de restructuration et a priori de reconstruction de leur cuisine centrale, et ça nous paraît quand même important au moins de mener la réflexion jusqu'au bout ensemble, voir si on arrive à trouver des interactions et des mutualisations ou pas. Bien évidemment, ensuite, on confrontera les pistes avec les besoins des usagers, le benchmark, et de modéliser un scénario. On s'est dit que c'était une étude sans tabou. Aujourd'hui, je vous ai présenté, c'est la régie du mine à autonomie morale et financière. On dessine le projet. Et selon le projet, on y mettra l'outil de gouvernance adapté. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on switch d'une régie à une CEM ou autre ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il reste dans ce bâtiment ? Est-ce qu'on divise le bâtiment ? Enfin, il n'y a pas de tabou avec cette jolie halle. Et toute autre question, j'en oublie peut-être parce que je les ai peut-être beaucoup trop dans la tête, mais pas de tabou, et une étude la plus complète possible, la plus mesurée possible, pour pouvoir ensuite décider rapidement, parce qu'on a des échéances de début de mandat. Je pense que c'est à peu près dans toutes les collectivités pareil, mais on va dire qu'à l'automne, maximum à l'hiver, les nouveaux exécutifs vont valider ou en tout cas dessiner fortement leur PPI du mandat. Et on sait que si les projets ne sont pas suffisamment ficelés en temps et en heure, ils ne passent pas à la moulinette de la priorisation. Et on se reverra donc dans 6 ou 7 ans. Voilà, je vous ai juste mis un petit exemple de nos acteurs. Merci beaucoup. Et donc on continue avec la présentation. Et donc Thomas Vincent, je suis le DG de la SEM alimentaire à Lille, et je vais vous présenter donc le marché gros alimentaire et puis exactement le site d'excellence. Pardon, hop, il faut que je fasse ça. Ça va marcher. Voilà, le site d'excellence alimentaire. Pourquoi on parle de site d'excellence ? En fait, la métropole européenne de Lille fait son accompagnement économique, évidemment en accompagnement l'ensemble des entreprises généralistes, mais elle a surtout aussi imaginé accompagner 5 filières. Une filière à technologie, une filière à créative, une filière à santé, une filière à materials et une filière à alimentaire. Et à partir de là, elle a créé des sites d'excellence. Et derrière le mot site d'excellence, on a globalement 4 piliers. Un, c'est comment on anime cette filière économique, comment on innove et on incube et on crée des startups dans cette filière économique, comment on travaille avec les acteurs de la formation et de la recherche, et comment on est aussi un acteur immobilier. Alors suivant les projets, c'est soit un gestionnaire de quartier parce que c'est l'immobilier existant, soit de la création d'immobilier. Alimentaire, on est le dernier site d'excellence créé sur le territoire, avec une particularité par rapport aux autres, c'est que les autres, ils ont été créés suite à des opérations d'aménagement. C'est des bâtiments qui ont été réhabilités, ou c'est l'aménagement économique qui a été fait, et la métropole européenne de Lille a décidé d'y mettre dedans Santé, Materials et autres. Nous, Alimentaire, on est venu se pluguer sur le mine. Ce qui fait qu'on est exactement dans cette transition et cette transformation pour passer d'un mine à un marché de gros, et un marché de gros qui, au bout du compte,
s'intègre dans un plus grand sens, enfin, qui est le site d'excellence. Donc le marché de gros, il existe de façon pleine et entière, mais avec, avec ces autres piliers dont je viens de parler. Alors pour faire aussi la petite histoire, donc le mine, il a été créé dans les années 70, comme tous les mines, etc. Pas de sujet. Géré en DSP, géré donc par la Sogémine, avec une grosse partie de travaux, alors qu'on appelle de modernisation, mais c'était dans les années 2000, donc on commence à faire qu'on change de terme. Ce qui fait qu'on a agrandi certaines cases, on a créé nos fameux auvents pour protéger les clients. Et dès 2016, il y a eu cette idée de dire on va en faire un site d'excellence. Et donc en 2016, il y a déjà l'incubateur qui est arrivé pour pouvoir entrer dans cette dynamique d'innovation. Avec une particularité, c'est que l'incubateur, au bout du compte, c'est l'incubateur d'un autre site d'excellence, celui de la santé. Parce que de la santé à l'alimentation, le chemin il est évidemment très rapide. Donc on a une équipe directement dédiée sur l'incubation. Et la création du site d'excellence, réellement, c'est en 2019. Parce que, alors ça a déjà été dit juste avant, mais en effet, on a déclassé le site. Donc la métropole a décidé, de déclasser le site, donc on n'est plus mine. Donc de fait de le privatiser et de vendre des cases aux grossistes. Et on a en effet 28 de nos grossistes qui sont propriétaires de leurs cases. Et l'ensemble du reste des capitaux sont rentrés à la SEM alimentaire, donc la SEM Sogémine à l'époque est devenue la SEM alimentaire, c'est que la SEM alimentaire est propriétaire de tout le reste. Donc de fait, on a un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent parce qu'on est dans un système privé, avec une SEM qui, évidemment, est avec un actionnariat public très fort. Et on est donc dans un fonctionnement, et comme c'était dit, proche de Lyon, mais avec le pouvoir public qui est quand même très, très, très présent. Bon, depuis le site d'excellence, on a avancé sur l'animation avec la création d'un réseau Innovalim, et on a avancé sur le lancement des projets immobiliers. Ce sera la fin de ma présentation pour vous expliquer. Il me manque une slide. Ah zut. Pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 acteurs sur le site. Les 3 acteurs sont la SEM alimentaire, le GIE Eurasanté et l'ASL. Le GIE Eurasanté, c'est la partie incubation qui s'occupe d'accompagner les startups. Je vous en parlerai après. La SEM, c'est nous. Et il y a l'ASL. L'ASL, c'est quoi? C'est qu'en fait, vu qu'on a plusieurs propriétaires, on a une organisation à mettre sur place, type syndic de copropriété. Là, la particularité qu'on a fait, c'est qu'en fait, ce sont des ASL, associations de syndicats libres. Pourquoi? Pour nous permettre, à nous, la SEM, de porter des projets d'aménagement sur nos propriétés. Nos propriétés, au bout du compte, c'est quoi? Le site, il fait 22 hectares, 35 terrains de foot et 60 000 m² de bâti. Sur les 60 000 m² de bâti, les grossistes, ils sont propriétaires de 2 tiers. Donc moi, la SEM, je reste propriétaire de 1 tiers, et on a notre modèle locatif, etc., qui sont nos revenus. Mais on est surtout propriétaire de l'ensemble du reste qui n'est pas construit. Au global, ça fait 80% du site. Donc on a un potentiel de création de bâtiments pour créer du développement économique dans la filière alimentaire, dans ce domaine-là, très très fort. Et c'est tous nos projets de comment on peut créer justement cet immobilier pour y faire de l'activité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, la SEM aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on a 8 métiers. Et tous les jours, avec mon adjointe, on est en train de faire quoi? Alors, je reviens sur l'ASL, on est président de l'ASL parce qu'on reste le plus gros propriétaire du site. Je disais qu'on est propriétaire de d'un tiers des bâtiments, mais on est surtout propriétaire de plus que 50% du site. Et c'est bien là l'important, c'est qu'on reste un acteur fort et entier sur le site. Deuxième métier, on est prestataire des services de l'ASL, c'est-à-dire qu'on continue l'ensemble des fonctions qu'on fait en tant que mine, de la gestion de la sécurité, etc., etc. La seule chose, c'est qu'on le fait pour une ASL, pour des propriétaires. Les grossistes payent leurs appels de charges, etc., et on fait ça pour eux. On est de fait après un aménageur développeur, comme je l'expliquais, c'est qu'on crée des projets immobiliers pour lancer l'économie. On est un propriétaire, donc on a notre rôle permanent de relation avec nos locataires. Je pense que là, c'est très proche de la logique de mine. On est après un acteur public parce que la SEM, notre actionnaire principal, c'est bien la métropole européenne de Lille qui est actionnaire à 75%. L'actionnaire suivant, c'est la Caisse des dépôts. Et ensuite, nos actionnaires, ce sont l'association des gestionnaires du site, donc la chambre pro, donc l'ensemble des grossistes. C'est une amine qui est quelque part la holding des propriétaires, là aussi des grossistes. Donc en fait, les grossistes sont aussi dans nos conseils d'administration, sont évidemment dans le bureau de l'ASL, donc sont à plein d'endroits différents. Donc on a un acteur public, on porte évidemment une politique publique.
on est un animateur de quartier, ou plus exactement, on essaye de le devenir, parce que ça fait partie de la logique du site d'excellence de créer des quartiers. Je ne sais pas si vous connaissez sur l'île, mais Aura Technologie, il y a vraiment un quartier qui est autour du numérique, ou Aura Créative, autour des industries culturelles et créatives, plein de boîtes dans ce domaine-là qui, de fait, discutent entre elles. Et nous, on est dans cette dynamique avec une force, c'est qu'on a un PLU, un plan local d'urbanisme, qui s'appelle UAL. Ça veut dire quoi? Constructible à vocation alimentaire. Donc sur le marché de gros, il n'y a pas de débat, c'est évidemment alimentaire, mais l'ensemble du site autour, qui s'appelait la ZAMIN, s'appelle maintenant le parc d'activiteurs alimentaires. Si vous voulez construire un bâtiment, il doit faire de l'alimentaire. Donc il y a vraiment cette dynamique, pouvoir public, de dire on crée bien un quartier, une zone d'influence forte. Je parle innovateur avec évidemment l'incubateur et un développeur économique, parce qu'animer la filière, c'est bien évidemment dans cette dynamique. Quelques chiffres rapides. Donc le marché de gros, c'est 257 millions de chiffres d'affaires pour 190 000 tonnes de produits commercialisés. Environ 50 grossistes sur place. Donc je disais 28 propriétaires autres que nous et les restes des locataires. Dont donc, nos grossistes sont des grossistes en fruits et légumes principalement. Ça aussi, c'est l'histoire du site. C'est un marché de gros fruits et légumes. Les autres acteurs, Gasque ou Viandard, etc., déjà à l'époque, voulaient être propriétaires. Donc sont autour dans cette fameuse ex-Zamine, donc juste à côté dans ce gros secteur. On a environ 1650 acheteurs et on représente environ 550 emplois sur le site. Voilà, ça c'est pour vous montrer justement ce périmètre d'influence que maintenant on appelle le grand tor alimentaire. Le jaune, c'est le marché de gros spécifiquement, les 22 hectares. Le vert, c'est ce qui s'appelait la Zamine, c'est le parc d'activité. Vous voulez construire sur du vert, vous devez faire de l'alimentaire. Et tout ce qui est bleu, en fait, c'est le centre commercial Auchan qui est à côté, avec de fait aussi de l'action alimentaire, avec des propriétés de la famille Mullier assez importantes. Et toute cette zone-là fait partie d'un document d'urbanisme aussi qui s'appelle une OAP, qui dit qu'il faut que tout cela soit à vocation alimentaire. Alors, c'est hyper réglé sur le bleu, sur le vert, sur le bleu, ça doit être dans cette dynamique-là. C'est assez important pour nous parce que ça nous donne un rôle d'aménageur, de point d'entrée du quartier. Juste à côté de chez nous, il y a eu un vieux bâtiment qui a été démoli, un Quick qui a été construit. À côté du Quick, c'est 2 cellules. Les cellules, au bout du compte, on est venu nous demander si on acceptait ou pas que ce soit tel ou tel locataire qui sont en fait soit des anciens locataires du marché, soit des acheteurs du marché, qui développent pour faire autre chose, etc. Et vous allez voir qu'au bout du compte, nous louent aussi à nous après, en circuit court immobilier, pour essayer de faire du lien. Évidemment, on se concentre beaucoup sur le site et sur la partie du grand tour alimentaire, mais on fait aussi d'autres actions. On travaille sur un sujet qui est la ferme du Fort, c'est-à-dire qu'on a pendant 7 ans accueilli un acteur qui a fait la permaculture intensive bio sur le site et qui l'a développé juste en face du grand tour alimentaire, sur une emprise de 15 hectares, alors pour l'instant sur la moitié, sur 7 hectares, avec une volonté, un principe de vendre l'ensemble de la production bio aux champs du coin et avec un doublement de la surface qui va arriver dans pas longtemps. Donc nous, on est au-delà du marché pur, on part en actionnariat aussi dans ce projet pour pouvoir suivre le développement et imaginer comment ça peut se développer ou s'essaimer. Autre travail, on prend des locaux dans un magnifique palais qui s'appelle le Palais Rameau dans l'île, où il y a actuellement l'ISA, qui est l'école d'ingénieurs en agronomie, qui a sur site un démonstrateur et autres. Pourquoi? Pour que notre incubateur et les incubés y aillent pour être en relation directe avec les étudiants et créer ce lien hyper important entre étudiants et start-up. Quand je parlais justement des start-up, donc on a un programme d'accompagnement qui s'appelle We Pulse, We Start, We Boost, We Rise. Alors, suivant l'évolution du projet, soit on est très en amont, soit on est à la fin. Il y a différents accompagnements, donc un peu comme globalement les incubateurs qu'on peut connaître, dans des domaines qui peuvent être autour de la food tech, de la nutrition santé, l'alimentation durable, le digital ou bien le retail, supply chain. Alors, clairement, au début, c'est un monde très différent du monde des grossistes. Voilà. Donc, on essaie de faire du lien, on essaie de faire du liant. On commence à y arriver. On est sur deux mondes différents au départ, mais ça fonctionne. En revanche, ça montre bien notre souhait de diversifier le marché, de ne plus être que fruits et légumes, parce que sur ces 40 startups qui sont accompagnées, on en a environ une dizaine qui sont vraiment sur site et qui produisent. Donc on a en plein milieu le Food MP, qui est une alternative végétale faite à base de légumineuses, qui est complètement imaginée au début, créée sur site, et ils le vendent dans différents magasins. On a plein de boissons aussi qui commencent à se faire parce que c'est très mode. Aplos, qui est une boisson à base de thé vert grec, qui a des qualités nutritives hyper intéressantes.
Winako, qui est une boisson qui se veut énergisante, mais surtout sans sucre et avec des qualités aussi très bonnes. Voilà, je ne vais pas détailler tout ça, mais on a ce côté innovation avec des acteurs un peu différents. Et je pense que je pourrais être dans les délais. On est, ce que je disais, sur les 4 piliers, animation, incubation, relation avec le monde de la recherche et la formation. Et on a nos fameux projets immobiliers. Donc là, vous avez une image un peu élargie du site. Donc je vous disais tout à l'heure, on a des bâtiments, on a 60 000 m² de bâtiments. On a une capacité sur le site, du fait que c'est un site ancien, du fait que c'était peu dense dans la construction, alors du fait qu'il y avait une voie ferrée mais qui n'est plus raccordée, donc on a moins besoin au bout du compte de ces espaces-là. On a un site peu dense et on a une capacité globale de constructibilité d'environ 30 000 m². Alors ça se fait vraiment à très long terme, qui est plutôt en frange. Et c'est super intéressant parce que vu que c'est en frange, ça répond à la fameuse OAP qui dit qu'il faut créer du lien entre les différents espaces que sont le marché de gros, le parc d'activités, etc. Donc on travaille à faire ces projets-là. Et on a lancé depuis 2 ans 4 projets que vous voyez à l'écran. Geniu, c'est solarisation et totem. En fait, le principe, c'est le premier projet qu'on voulait faire, c'est le Geniu. C'est un vieux bâtiment G qui, lui, n'a jamais eu de réhabilitation depuis plus de 50 ans, qui fait 1200 m². L'idée, c'est de le démolir et d'en construire un autre à la place de 6500 m², 5 fois plus gros. Pour faire ça, on avait des acteurs, des locataires qui étaient dans le fameux bâtiment G. Donc il fallait bien qu'on leur recrée de l'espace, parce que comme ça, on est à 95% de taux de remplissage, etc. Donc il fallait bien créer de l'espace. Là, on est parti dans le bâtiment C. Alors le bâtiment C, pour faire un peu le lien aussi, c'est le carreau des producteurs. Carreau des producteurs qui avait 1000 m² il y a très longtemps, avec beaucoup moins de producteurs aujourd'hui, donc moins de besoins. Donc en fait, on a diminué la surface de 1000 à 500 m² qui suffit actuellement. On a utilisé ces 500 m², plus d'autres espaces couverts qui étaient inutiles pour l'instant. Et on crée au bout du compte, entre ce bâtiment et un autre bâtiment, 2300 m². Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet, 1, d'accueillir nos locataires du bâtiment G et de les déplacer, mais 2, d'avoir déjà de la surface en plus avec des petites cellules pour accueillir des startups qui ont besoin justement de produire sur place ou qui sont sortis d'incubation et qui arrivent. Donc on est vraiment dans la logique parcours entreprise, ou des grossistes qui cherchent à se développer, ou des acteurs extérieurs qui veulent aussi rentrer sur le site. Voilà. Et on a clairement ouvert dernièrement, donc c'est les travaux CEF, c'est les premiers travaux qu'on a fait, donc on a créé 2300 m², 5 mois de travaux, on vient de les finir à la fin mai, et les premiers locataires sont arrivés début juin, et on est plutôt assez content parce qu'on a globalement 12 cellules, et les 12 sont remplies. 11 sont remplies, il y en a une qui au bout du compte n'a pas fait affaire. Donc, on a ce projet CF, derrière ça va nous donner la possibilité de faire ce bâtiment G. Bâtiment G, voilà, c'est les photos que ça. Bâtiment G, donc de déconstruire un bâtiment de 1200 et d'en créer un autre de 6500 m². Alors là, on est dans quel modèle? Je pense que la question... parce que le premier modèle, c'est bien notre propriété, on loue. Bon, là, on est déjà sur un autre bâtiment un peu plus fort. Modèle qu'on a fait globalement 50-50. C'est-à-dire qu'on en a vendu, on a des promesses d'achat pour la moitié. Et on a lancé des appels à manifestation d'intérêt pour louer l'autre moitié. On est en phase d'analyse et finaliser ça, mais dans des délais où on a déjà un permis de construire qui est fait, et on est sur une logique de démolir à partir de octobre-novembre et que ce soit construit pour novembre 2027. Voilà. Alors délai court et important pour les entreprises, parce que les entreprises, ça ne sert à rien en immobilier de leur dire qu'on va faire un bâtiment qui arrive dans 4 ans. Pour eux, c'est des délais qui sont trop longs. Troisième projet, en bas à droite, le projet Auvent, 14 000 m². C'est quoi? C'est qu'en fait, sur la partie vente, l'endroit où les clients arrivent, ils sont couverts sous des auvents majestueux, qu'on appelle les parapluies, qui font donc 14 000 m² de surface, qui ont eu un défaut de conception, d'étanchéité, qui ont abîmé un petit peu la structure bois. Donc on doit réparer. Mais en fait, on voulait le faire de façon plus intéressante et plus responsable en solarisant le site. Et donc, on a lancé une concession de travaux. Donc, alors, qui dit SEM dit marché public. Donc, on est obligé de partir à chaque fois dans les codes des marchés publics. Donc là, on est sur une concession de travaux où on dit quoi? On dit, venez réparer. On va, nous, évidemment, participer financièrement à cette réparation. En revanche, un tiers investisseur pourrait solariser l'ensemble du site et avoir un business model sur une période longue pour créer de l'électricité. Voilà. Ce n'est pas un projet du tout lié à l'alimentaire ni au site, mais en revanche, c'est bien un projet d'accompagnement et de développement durable.
Et à gauche, le dernier projet qu'on a lancé en date, c'est le projet Totem. Alors projet Totem, pourquoi ? Parce que les sites d'excellence, ils ont justement chacun ce lieu totem, ce lieu d'entrée, ce lieu de lien avec l'extérieur, qui nous permettrait nous aussi de garder l'activité au sein du marché de gros, mais d'avoir un lien extérieur, pour venir montrer ce que je suis en train de vous expliquer. Un lieu fédérateur, un lieu qui montre ce qu'est la filière, un lieu où on peut avoir l'ensemble des acteurs alimentaires, un lieu événementiel. Voilà. Et en fait, pour faire ce lieu-là, on a réalisé que c'est aussi le déplacement de nos locaux à nous, que nous, on a globalement besoin de 3000 m². Mais la pertinence de ce bâtiment, c'est plutôt 6000 m². Donc là, on est parti dans un autre mode, là aussi un appel à manifestation d'intérêt, pour aller dire, vous promoteurs, vous architectes, vous bureaux d'études, vous investisseurs, etc., est-ce que ça ne vous intéresse pas de venir faire ce projet ensemble, qu'on crée une société de projet ensemble, pour refaire ce bâtiment qui sera en entrée de site à la fois un lieu qui représente l'ensemble de l'activité du site d'excellence et un lieu en lien avec le quartier. Donc là aussi, ça répond à l'OAP dont je vous parlais au tout début. Et là, on en est dans une phase où on a choisi les lauréats en décembre l'année dernière. Et donc, on est en pleine phase d'échange sur la mise en œuvre du projet où, à la Grousse, on a, nous, 50% et un autre consortium, 50%. Et on est en train de créer la société autour de ça. Et je crois que j'ai fait tout le tour et j'ai essayé de tenir dans mon délai. Pour faire la transition avec le mine de Lille, à Montpellier, on est en centre-ville, dans un quartier en plein renouvellement qui s'appelle Montpellier Sud, à la sortie de l'autoroute, branché fer, avec un fer qui ne rentre plus depuis 20 ans, pour une raison bien simple, c'est à cause des grèves des cheminots. Et l'alimentaire, en particulier en frais, résiste peu aux grèves des cheminots. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça reviendra. On est toujours branché fer. Mais en centre-ville, dans un quartier en plein renouvellement, avec une cuisine centrale collée aux mines qui est en train de sortir de terre et qui sera inaugurée en début 2028, peut-être fin 2027, les bâtiments montent comme très vite. On a aussi notre schéma directeur, avec plusieurs options, les options infinançables et les options finançables. Avec une préoccupation première qui est celle de répondre aux objectifs de la collectivité, qui rejoignent un peu les objectifs des mines. Je me permets de le rappeler quand même, pourquoi on a été créé. Il y a eu une très belle présentation tout à l'heure du cabinet Ceresco et d'Ernst & Young, mais les mines, et je lis l'exposé des motifs, pardon de revenir aux bases, l'exposé des motifs des mines, c'est l'allègement des circuits de distribution, un des objectifs primordiaux que s'est fixé le gouvernement. Le problème des produits agricoles et alimentaires ne constitue qu'un cas particulier à résoudre. Le but à atteindre est de rechercher le meilleur prix, c'est-à-dire un prix à la fois le plus bas possible pour le budget du consommateur, procurant au producteur une juste rémunération de son travail. Bon, nous, on a des producteurs, et donc on a des visions très orientées maintien de l'emploi productif. Dans l'emploi productif, il y a aussi la valeur ajoutée que constitue la transformation, parce que comme ça a été très bien dit, les modes de consommation évoluent et de plus en plus les jeunes générations, vous avez raison de le dire, s'orientent vers des produits livrés, transformés, bien sûr. D'où le caractère disruptif qu'il faut engager sur ces notions-là, évidemment. Ça, c'est pour la partie investissement et exposé des motifs. Alors, à Montpellier, on a la chance d'avoir Agropolis. Agropolis, c'est un des 3 centres mondiaux sur l'agronomie. Il y en a un à Wageningen, aux Pays-Bas, à côté de chez toi. Il y en a un en Californie, je ne sais pas où. Et il y en a un troisième, c'est Agropolis, avec des milliers de chercheurs, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, avec laquelle on travaille assez régulièrement. J'en parlerai tout à l'heure très rapidement, mais ça nous met un peu la pression malgré tout. Sincèrement. Je vous expliquerai, parce que j'ai plein de choses, quelques anecdotes. Un jour, j'ai Dominique Paturel qui rentre dans le bureau, chercheur innovation UMR, je ne sais plus quoi, qui me dit « Monsieur Leroux, mais ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Nos Restos du Cœur, 22 000 bénéficiaires en compléments alimentaires par jour, plus d'1 million de compléments alimentaires distribués par an. Ils s'approvisionnent par des grossistes nationaux, pardon de le dire, mais avec des produits
et vous verrez le reportage, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? Le moins important, c'est la solution. Quand je suis arrivé aux mines, avec toute la puissance qui a été évoquée par tout le monde ici, hein, des investissements, des bâtiments, des écosystèmes, des clusters, enfin voilà, on a tout. J'ai envie de dire, on a tout. On a tout pour nous. Eh bien, il nous reste à apporter les solutions. Si nous, on n'apporte pas les solutions, mais qui va le faire? Pardon, ça nous porte une très forte responsabilité. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on entend des signaux faibles sur « Ah, mais il faudrait quand même qu'on s'oriente plus vers ça », voilà ce que vous avez dit là tout à l'heure, on a toutes les solutions. Ce que je dirais tout à l'heure un tout petit peu plus en détail, c'est outre les investissements, est-ce qu'on a les moyens, matière grise, en face des solutions? Les grossistes les ont accessoirement. Hein. Ils ont les solutions, ils le font très bien, ils le font... Voilà. Et vous verrez qu'on peut utiliser les grossistes pour trouver des solutions, y compris sur des enjeux de souveraineté alimentaire. Mais pas que. Pas que. Et je pense que nous, directeurs, directrices, notre rôle primordial, c'est d'apporter des solutions et convaincre nos délégants de nous suivre, d'investir sur ces solutions-là. Qu'elles soient, comme tu l'as très bien décrit, bâtimentaires, mais moi je ne m'arrêterai pas là, qu'elles soient aussi en termes d'opérationnalité, d'animation du territoire. Pardon, au conseil d'administration, on a toutes les chambres consulaires, on a la banque à côté de nous, on a le délégant, il ne nous manque que la région, peut-être qu'il y en a qui l'ont, à Rungis ils ont l'État, on se demande pourquoi. Nous, voilà, on a tout le monde autour de la table. On a tout le monde autour de la table. Donc c'est à nous qu'il appartient d'apporter à un rythme qui va dans le sens des moyens qu'on peut avoir, évidemment, ce type de... Enfin voilà, la mise en œuvre d'une politique de souveraineté alimentaire. Alors, on peut enclencher sur la vidéo du coup. Merci. Resto du cœur. Pardon, je casse un peu l'ambiance, mais... L'association des Restaurants du Cœur de l'Hérault est une grosse association. Nous sommes 1200 bénévoles dans ce département, répartis sur 34 centres de distribution alimentaire, où nous accueillons à la fin de la campagne 20 000 personnes et auxquelles nous avons distribué l'an dernier 1 800 000 repas. Nous avons eu en particulier pour tout ce qui est les carottes, nous avons eu beaucoup moins de travail puisque ces produits sont arrivés dans un état qui est nettement supérieur à celui que nous avons connu par le passé, où nous étions obligés bien souvent d'ouvrir les sacs et de nettoyer les carottes une à une avant de pouvoir les distribuer, chose qui ne s'est pas produite cette année puisque effectivement on a constaté une nette amélioration de la qualité des produits. Ça a été, je trouve, bien organisé. Ils ont acheté les blettes avant qu'ils gèlent, donc ça a permis de ramasser la blette de plein champ, donc pour les agriculteurs c'était du bénéfice net. Si elle avait gelé, ils l'auraient perdu. Voilà, ils ont fait pareil pour le céleri avant qu'il fasse froid, quand les gens ils en avaient beaucoup, donc ça aussi c'était très bien géré. Et voilà, la salade ils l'ont achetée au moment où c'était mou, il est prix pas très bon, donc là aussi c'était très bien géré aussi. Voilà, si c'est pas fixe et qui s'adapte aux productions du moment des producteurs, c'est super. Voilà. Donc ça fait un petit souffle. Ah oui, c'est même une bulle d'oxygène dans la morosité, au cœur de l'hiver. Bon, c'est un plus appréciable, quoi. Nous n'étions absolument pas familiarisés avec, par exemple, une procédure d'appel d'offres auprès des producteurs. Et là, je dois souligner que, heureusement, nous avons eu l'aide du MIN, c'est-à-dire du marché-gare, pour faire cette interface entre les producteurs et nous-mêmes. On finira sur une note plus tout à l'heure, mais donc une fois voilà. Bon, on est assez fiers de cette opération. Ça nous a permis de créer les conditions de la confiance entre les grossistes, les producteurs
et le délégant, et les associations, et j'ai envie de dire la recherche. Vous voyez des photos en bas, ça n'a pas été simple tous les jours, mais Dominique Paturel, donc c'est la chercheuse de l'INRA qui est venue nous trouver, avec Françoise Vézinet. Et la photo de gauche, c'est le président des Restos du Cœur national, hein, Olivier Berthe, je crois, à l'époque. Il faut savoir que c'était un système militaire, les Restos du Cœur, où il y a une personne, à l'époque Éric de Koopman, qui a été remplacé par M. Martinez, qui achetait, pour des fruits et légumes en l'occurrence, pour tous les 90 centres nationaux, un grossiste. Un grossiste. Et il s'est avéré que la qualité, elle ne répondait pas, premièrement. Deuxièmement, moi j'y suis allé dans les centres des Restos du Cœur. Les fruits et légumes qui étaient distribués grâce à l'expérimentation, eh bien, tout de suite, ils étaient pris par les familles parce qu'ils étaient d'une super... Enfin, ils mangeaient les mêmes produits que moi. La personne un peu aisée du quartier. Ils mangeaient les mêmes produits que moi. On a mis en place une petite démarche qualité pour bien participer, enfin, acculturer tout le monde au fait qu'on ne contractualise pas avec la production. J'aurais 1000 choses à dire sur cette expérimentation-là, qui dure toujours d'ailleurs. Hein. Vous voyez, 10e édition 2021, on a commencé en 2011. Enfin voilà, on est dans la durabilité des systèmes. Et aujourd'hui, alors pardon, je pourrais dire 1000 choses et c'est peut-être pas l'objet, mais je vais conclure. La traçabilité, on l'a mis en place et on a démontré à l'acheteur, les Restos du Cœur, d'où venaient les produits. Avec la contribution évidemment des grossistes, puisque le marché public, lorsqu'il s'agit d'une association, on peut écrire local, contrairement au marché public. Ça, c'est un marché privé qu'on a fait valider par des juristes d'ailleurs, parce qu'en face de nous, on avait des grossistes qui auraient pu un peu s'énerver. Et on avait la culture de la traçabilité. Et on a servi d'AMO, donc ça participe de la disruption. On peut servir d'AMO pour des opérateurs qui ont perdu l'habitude de passer des marchés publics parce qu'on sait comment vendre des produits, des fruits et légumes locaux, et on peut aider l'acheteur en ce sens-là. D'ailleurs, il y a des opérations avec des structurations de filières qui sont organisées par la ville de Montpellier avec 80 000 repas en restauration collective sur l'Hérault. 80 000 repas, restauration collective tous les jours. On les a sur le mine tous les 6 mois pour faire leur marché, j'ai envie de dire. Donc là, la collectivité joue son rôle, le mine joue son rôle. Et on est un peu l'AMO de tous ces acheteurs-là, à dire oui, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. On le fait de manière informelle la plupart du temps. Pour le coup, là, pour les Restos du Cœur, on l'a fait de manière très formelle. La traçabilité, c'est la culture de la plateforme logistique dont on parlera tout à l'heure, qui est une compétence. Tu parlais des différents métiers que vous faites à Lille. Effectivement, moi aussi, je pourrais parler des différents... Voilà, ça, c'est un autre métier qu'on fait sur la plateforme logistique, sur la traçabilité. Je crois qu'il y a 2000 en France qui font ça, c'est Angers et Montpellier. Ma plus grande fierté, c'est que M. Berthe a réussi à convaincre son acheteur, M. de Koopman, de faire un marché à part. Il appuyait sur un bouton, il commandait 100 millions de repas. Là, on lui a dit non, dans l'Hérault, tu laisses faire, s'il te plaît. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que Mme Paturel monte à Paris pour convaincre l'acheteur et lui tordre le bras. Aujourd'hui, les Restos du Cœur communiquent sur les circuits courts. Il fallait tordre le bras et aujourd'hui, ils communiquent sur les circuits courts. Alors, je ne suis pas là pour vérifier ce qu'ils font réellement. Parce que des gens qui parlent, des gens qui écrivent, il y en a beaucoup, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas en termes d'affichage, ils l'utilisent et ça vient, je pense, de Montpellier. Voilà, modestement. On a eu un trophée pour ça, donc je me permets de la Fédération des EP. Non, mais c'est innovation, traçabilité, AMO. Voilà, si vous voulez vous positionner là-dessus. Bon, voilà comment moi je présente le marché gare, le mine, marché d'intérêt national. Oui, écosystème, oui, cluster, oui, voilà. Voilà, donc nous, on pense que, évidemment, notre cœur de mine, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est historique, ce pourquoi on a été fait, c'est-à-dire raccourcir les circuits de distribution. Et c'est pour tous les mines de France l'activité la plus prenante, la plus...
Historiquement, puisqu'on a la criée de Sète pas très loin, voire la criée de Grau-du-Roi, voire la criée d'Agde, donc on a 3 criées à moins de 30 km, 40 km, on avait une grosse activité développée autour du poisson, en particulier du thon, qui a fait que le mine s'est diversifié dans, on parle d'il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sur le métier de logisticien des produits frais. Et j'ai envie de dire, avant le poisson, c'était la pomme. D'ailleurs, sur le mine de Dakar, pardon de dire ça comme ça, mais ils ont la même logique de créer des chambres froides pour éviter la spéculation, enfin en tout cas pour aider les producteurs locaux. Ils concentrent tous les oignons, en l'occurrence, sur des plateformes frigorifiques, un peu dans le même esprit que nous, on le faisait à l'époque sur la pomme. Et de fil en aiguille, cette plateforme logistique nous a acculturés, nous en interne à l'Assainissement, sur le métier des services logistiques. On facture, puisque vous parliez de modèle économique tout à l'heure, on facture des coups de fourche, on facture des mètres cubes jour, on facture des tonnes jour, voilà, comme le métier d'entrepositaire. Donc j'ai envie de dire, le mine de Montpellier, c'est un mine classique, cœur de mine, c'est aussi un deuxième métier entrepositaire. Et c'est un métier qui a beaucoup de répercussions, j'en parlerai tout à l'heure. Puisqu'on est en centre-ville, puisqu'on a des façades ce qu'on appelle des façades commerciales, c'est-à-dire sur le long de la route, comme vous êtes en train de les construire, comme peut-être comme à Bordeaux, ils sont en train de les construire, comme à Grenoble, vous pourriez les avoir peut-être, mais je connais moins bien. On s'est développé sur ces zones-là des cash and carry. Alors, un peu orienté à halal, je reconnais, mais pas que. On a Promo Cash, on a les Italiens, on pourrait avoir les Chinois. Enfin voilà, on pourrait remplir assez naturellement, assez facilement nos façades commerciales. Là, je fais une passe décisive à mon collègue pour développer de l'activité cash and carry en bordure de mine. C'est facile. Enfin, c'est facile. Nous, on pense que c'est assez naturel. On a refusé plein de monde. Parce qu'on a un mine qui est ce qu'il est en termes de densité, alors 10 hectares, 35 000 m² de bâtiments. En revanche, on a un mine qui est un peu... qui manque de surface, et en termes logistiques, en tout cas sur la partie de droite, qui est mal fichue. Du coup, cette partie-là, parce qu'il y avait une demande de la collectivité, le premier étant le conseil départemental à l'époque, on a, et comme on est au cœur de ce cluster, on a recensé un certain nombre d'entreprises qui voulaient faire de la transformation alimentaire. Et on s'est dit, bon ben, quitte à faire de la transformation alimentaire, puisons dans l'ADN des mines. Alors c'est quoi l'ADN des mines? Outre les circuits, le raccourcissement des circuits de distribution, l'ADN des mines, c'est faire travailler collectivement les entreprises. Réglementation intérieure, tarifs préfectoraux, enfin, tout ce qui est l'environnement juridique et financier des mines, eh bien, au service du négoce, on l'a dupliqué au service de la transformation alimentaire. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des vestiaires partagés, des ateliers partagés, on le verra je crois après, de la production de froid partagée, voilà pour le pôle transformation, mais je crois qu'on en verra pas. On le verra après. Évidemment, le recyclage, comme tout le monde, on a un gisement de cagettes. Donc on a accueilli une entreprise de cagettes, on a eu cette chance-là, qui aujourd'hui est en train de se positionner sur le marché de la ville pour récupérer les cagettes des marchés. Évidemment, on est sur le pôle tertiaire avec tous les syndicats professionnels sont chez nous, c'est une force. On ne les avait pas il y a quelques années, et puis on a réussi à les capter, donc voilà, c'est pas inintéressant. Historiquement, la viande avec carcasse, bon, ça c'est comme le pavillon viande à Rungis, c'est des hauteurs de quais, c'est des rails, c'est plein de choses qu'on a. Et on est content quand même parce qu'on a une grosse production dans nos bassins du sud de viande, la viande de l'Aubrac en particulier. Et j'ai envie de dire, le fait qu'on ait créé un pôle de transformation, ça a poussé ces entreprises de négoce à s'orienter vers la transformation alimentaire aussi.
Donc il y a un effet, alors c'est pour ça qu'on voit des créneaux là, ou des engrenages, tout ça a un effet d'entraînement. Ce qui est important, c'est les ampoules. Là. Les ampoules, c'est le personnel qu'on recrute à la Somimont, aux mines de Montpellier, pour animer tout ça. Et je terminerai là-dessus. Il y a principalement trois salariés, 2 ingénieurs agro et une développeuse qui vient du attaché parlementaire, ancienne semi-grossiste, bref, et qui permettent d'animer tout ce dispositif et qui met de l'huile dans les rouages, qu'on a réussi à se financer parce que, et je le dirai en conclusion, investir sur une mine dans une politique de souveraineté alimentaire, pardon, mais c'est rentable pour le territoire, mais c'est rentable aussi pour le mine. Et on arrive à les payer. Parfois, avec l'aide de la Banque des Territoires, on le verra tout à l'heure, ou avec l'aide de France 2030. Bonjour, alors nous sommes l'association des producteurs d'Occitanie. C'est une association de producteurs maraîchers et arboriculteurs, une quinzaine de producteurs de l'Hérault et du Gard qui mutualisent leurs services commerciaux et logistiques pour servir des clients qu'individuellement ils ne pourraient pas servir. Nous fonctionnons sur le principe de l'achat-revente et nous travaillons principalement avec des collectivités. Alors, je suis Marie Massard, je suis adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire, l'agriculture urbaine et la médiation écologique. Je suis également conseillère métropolitaine et je suis présidente de la Somimont, qui est la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Montpellier. Ont lieu ici toute une série de réunions, de discussions, d'échanges pour tout ce qui concerne la politique alimentaire territoriale. Donc c'est un lieu où on rencontre, où on voit et on revoit chambres d'agriculture, métropole de Montpellier, toutes sortes d'acteurs avec qui on échange sur comment faire avancer la cause des producteurs. C'est un endroit où les idées et les projets d'aujourd'hui et de demain se discutent et se confrontent. Donc le pôle de transformation alimentaire a été porté directement par le mine. C'est un projet à hauteur de 3,2 millions et un prêt qui a été fait par la Somimont et garanti par la métropole de Montpellier et des subventions de l'État à hauteur de 23%. Donc ce pôle de transformation alimentaire qui à la fois permet à des entreprises de louer des locaux privatifs mais aussi des locaux partagés sur quelques jours pour pouvoir éventuellement tester une activité ou tester des process ou pour des producteurs de pouvoir transformer un surplus de production ou faire des activités de surgélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où un certain nombre d'exploitations agricoles se posent la question de leur diversification. Une des voies de diversification possibles, c'est la première transformation, comme la surgélation de légumes ou, là plus récemment, un travail sur la production de purée de fruits stabilisés. La disponibilité très rapide des outils techniques du pôle de transformation permet de tester tant la faisabilité technique de ces projets de diversification que la faisabilité économique. Et ça, c'est très intéressant. En tant que mine gérée par une société d'économie mixte, donc à vocation publique, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir favoriser des activités économiques qui peuvent être risquées, qui ne sont pas forcément très sûres, mais qui ont un intérêt très fort pour le territoire. Ce n'est que dans un cadre de sécurisation, de confort, à la fois de savoir pour les producteurs qu'ils ont des débouchés, à la fois qu'ils sont aidés par d'autres, qui sont connus et reconnus, qu'ils ont la possibilité de développer d'autres choses sereinement, sans stress et sans risque financier majeur. C'est par des différents outils comme ça qu'on va pouvoir produire davantage de produits locaux et travailler à notre souveraineté alimentaire. Des entreprises de transformation alimentaire sur le mine, ça permet aussi aux producteurs locaux, mais aussi aux grossistes, de pouvoir bénéficier de débouchés supplémentaires et de pouvoir vendre des produits directement. Et ça permet aux entreprises de transformation alimentaire d'avoir tous les produits sur place. Donc bonjour, de la Côte Alexandre, les serres de Capestan. Je suis maraîcher à Capestan, à côté de Béziers. Les productions maraîchières que je vends sur le mine sont la tomate, la fraise, et la framboise et le poireau. Donc j'ai de bonnes relations avec Agriviva. Je travaille avec eux depuis leur création. Je fournissais des légumes déclassés dans un premier temps, notamment du concombre. Et à mesure, j'ai développé la culture de poireaux avec eux et je leur fournis régulièrement du poireau pour leur légumerie. Avoir un pôle de transformation alimentaire sur un mine, c'est
permettre d'avoir un échelon central entre les producteurs et les produits qui vont être vendus dans les magasins, dans les commerces de proximité. Avoir des entreprises locales, d'avoir de l'emploi local et permettre de travailler avec des produits frais et des produits de qualité. Donc je m'appelle Juliette, je suis éleveuse sur la ferme du Cos, en Nord-Hérault. On a 2 troupeaux, un troupeau de vaches allaitantes et un troupeau de vaches laitières, qu'on voit un petit peu derrière moi. Je suis installée sur cette ferme depuis 2020. On produit à peu près 100 000 litres de lait par an sur la ferme, qu'on transforme en entier dans notre atelier de fabrication, dans une gamme qui fait du beurre, de la crème, des yaourts et du fromage principalement, et le tout en agriculture biologique. On partait toutes les semaines en livraison sur Montpellier et ses alentours. Toutes les semaines, on livre environ une vingtaine de clients, notamment dans la zone de Montpellier. Et donc, on allait livrer tous les magasins. Ça nous prenait entre 5 et 6 heures par semaine, je pense. Depuis le début, on est équipé d'un camion frigo. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le lait à la ferme tous les jours. Et dès le lendemain des transformations, ça part en livraison pour arriver chez les clients. La principale difficulté, c'était le temps, puisqu'on devait s'absenter quasiment une journée entière pour aller livrer. Et du coup, c'était du temps qu'on passait pas sur la ferme auprès des animaux. Donc, ça nous a posé pas mal de difficultés pendant pas mal d'années. Donc avant la mise en place de ce système, je ne faisais aucune livraison sur Montpellier. Je suis de Béziers, donc ça fait déjà 1 heure de route pour venir sur le mine. Si en plus il fallait rajouter de la livraison, c'était trop compliqué pour moi. Donc ce que je faisais, c'est que je ne servais pas les clients en livraison. Notre principale crainte, c'était de ne plus être en relation directe avec nos clients. On avait peur de ça. Au final, on se rend compte que ces clients-là, maintenant, on les a au téléphone toutes les semaines et qu'en fait, c'est des échanges plus qualitatifs parce qu'on n'est pas pressé, qu'on n'est pas en train de porter des trucs, etc. Très concrètement, ce qui change, c'est que du coup, j'ai accès à des clients que je n'avais pas accès puisque c'est des clients qui sont 100% en livraison, des clients qui n'ont pas la possibilité de venir sur le mine acheter leurs marchandises. Donc en fait, on a accès à ce genre de clients. Donc forcément, c'est très bien. Moi, ça peut me permettre certainement d'augmenter mon chiffre d'affaires à terme. Le système, il est simple et fonctionnel. Le client passe la commande, je fais ma demande de livraison et l'opérateur vient chercher la marchandise sur le carreau. Très facile à utiliser. Ça me permet de mieux organiser mon temps. Ça m'en libère aussi sur un temps, concrètement, livré, c'est pas mon cœur de métier. Et donc, ça me permet d'avoir d'autres chantiers plus intéressants sur la ferme. Si on veut travailler à la souveraineté alimentaire du territoire, on doit donner l'opportunité aux acteurs de se consacrer à des réflexions, donc de se dégager du temps, de sécuriser leurs activités, de les développer et donc de se sentir mieux, plus en sécurité dans leur environnement économique. Pour moi, Mine4Log m'apporte une visibilité supplémentaire sur Montpellier et me permet de toucher des clients que je n'avais pas jusqu'alors. Concrètement, maintenant j'ai beaucoup moins de temps de livraison, donc c'est du temps que je peux passer avec les animaux principalement, parce qu'on va pas se mentir, quand on élève, qu'on transforme, qu'on commercialise et qu'on livre, il y a forcément des choses qu'on fait moins bien, donc j'ai pu recentrer mon travail sur l'activité principale qui est l'élevage. Merci pour cette vidéo. On n'aura pas de temps d'échange, mais du coup, j'ai une question pour vous, Olivier Leroux, que vous souhaitez conclure quand même. Ça fait... Là, c'est la caméra qui risque de couper bientôt, mais j'ai quand même du coup une question pour vous. Vous êtes directeur de mine depuis plus de 15 ans. Quand vous êtes arrivé, j'imagine que le mine, il ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui, et quel a été peut-être le ou les déclencheurs, évidemment, selon vous, de toutes ces innovations en cours, etc. C'était dans ma slide d'après. Non, je plaisante. Le déclencheur, c'est que je ne viens pas de ce milieu-là. Que quand on est directeur de mine, il faut quand même prendre conscience des responsabilités qu'on a sur les épaules par rapport au territoire. Quand on voit qu'en face de nous, on a des gens qui pensent, qui parlent, mais qui ne comprennent pas l'essence même des choses, et qu'on est un peu seul au début, et qu'on a besoin de transmettre tout ça. C'est un peu ce que j'ai dit d'ailleurs. Comment acculturer, vous l'avez dit très bien dit d'ailleurs, comment acculturer ces gens-là, c'est la preuve de l'exemple. Voilà, la preuve de l'exemple. Alors j'ai une citation là, que j'ai pompée il n'y a pas longtemps. Là, c'est on est prêt, on se sent prêt quand la conviction est supérieure au doute. Mais, pardon, la relocalisation alimentaire, la souveraineté alimentaire, mais on a un boulevard devant nous. On a un boulevard.
on est parti tellement loin sur des modèles différents que, à partir du moment, et vous en êtes le parfait exemple, la Banque des Territoires, à partir du moment où nous, professionnels, hein, moi je me considère un professionnel, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est qu'une tournée de camion, je sais combien il faut la remplir, on en parlait tout à l'heure, pour qu'elle soit rentable. J'ai passé ma formation Formatrans pour être commissionnaire transport. J'ai fait passer ces formations-là à mon personnel. On sait de quoi on parle. À partir du moment où on est convaincu de ça, et on peut dire à des gens, ben, nous on sait faire, et qu'on présente des dossiers à la Banque des Territoires ou à France 2030, on y va. On ne réfléchit plus, on y va. On calcule, hein, moi je suis directeur financier de mon ancienne vie, donc, mais parce que si nous on n'y va pas, personne n'y va. Pardon. On est le service public, hein, donc il faut en prendre conscience. On est malade. Hein, les produits ultra transformés, les circuits longs, les produits dégueulasses au Resto du Cœur, pardon, ça c'est des symptômes. Hein. Donc quand on est malade, bah, quand on est en charge à mine, on y va. Et je reconnais qu'on n'y serait pas allé s'il n'y avait pas eu votre aide. Je vous l'ai dit 3 fois déjà, mais sur la transformation alimentaire France 2030, on avait tous les acteurs, on savait comment il fallait faire. C'est vrai que les entreprises de transformation, pour ceux qui veulent y aller dans les mines, on va en parler si vous voulez en off, mais c'est plus difficile que le négoce. Le négoce, j'ai envie de dire, c'est presque facile. Pardon hein, pour tous ceux qui font du négoce, mais il faut se lever tôt, il faut travailler dans le froid, tirer des palettes, avoir des impayés, c'est pas tous les jours facile. Mais la transformation, il y a ça, plus les process, plus les débouchés commerciaux. Voilà. Donc si on n'avait pas eu d'aide, alors qu'on savait comment y aller, on ne l'aurait pas fait. Et pour la logistique, qui pour moi, dans la hiérarchie des projets, est sans doute celui qui est le plus important, on n'y serait pas allé non plus. Puisque vous parlez de marketplace, on va faire une marketplace, sauf que on ne fera pas de marketplace sans avoir stabilisé la logistique en amont. Parce qu'une marketplace sans logistique, pardon, hein, je vous laisserai venir faire une présentation dans quelques mois ou dans quelques années. Nous, on fait la logistique, le plus dur, hein, et après on fera la marketplace. Mais elle est dans les tuyaux, elle est sur la slide qui a été zappée. Marketplace multivendeur. C'est-à-dire ça a été dit, je crois, ces opérateurs qui utilisent nos services logistiques, on va tous les mettre sur la marketplace, on va booster leurs ventes, on va remplir nos camions, gagnant, 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 gagnant. Ben merci. Je suis désolé peut-être pour les questions du chat, on est un peu juste. Est-ce qu'il y a une question dans la salle éventuellement pour conclure la table ronde? Pas de questions dans la salle? On va peut-être remercier tous nos intervenants. On est désolé, mais le timing glisse beaucoup. Il y a encore une petite intervention. Et un grand merci à vous pour ces témoignages. Merci beaucoup. Merci Julien pour l'animation. On va laisser Jean-Baptiste faire une petite conclusion et un tout petit focus sur l'intervention de la Banque des Territoires. Merci beaucoup d'avoir effectivement un grand merci à tous nos intervenants qui étaient à la fois inspirants. On a entendu les termes de responsabilité, de territoire. On a aussi entendu tous les enjeux, tous les besoins, tout le dynamisme des mines. Nous, à la Banque des Territoires, et je serai assez rapide là-dessus, on est convaincus du rôle stratégique des collectivités, convaincus du rôle stratégique des mines pour la résilience, pour l'animation des résistences alimentaires des territoires, pour l'animation des territoires. Et on a un accompagnement qui est global, qui ne vise pas que les mines, mais qui les concerne notamment à la fois en ingénierie, donc c'est tout ce que vous voyez à gauche, qui est la structuration de projets, où on va pouvoir venir vous aider en cofinançant des études que vous portez pour développer des nouveaux projets. En investissement, c'est des fonds propres, quasi-fonds propres dans les sociétés, dans les entreprises, les mines, les EPL également, mais aussi en dehors des entreprises publiques locales. En prêt, sur les prêts de long terme, notamment aux collectivités, mais aussi au CEM, au SPL, au CEMOP. Et enfin, en opération, puisque nous sommes aussi opérateurs de l'État, on a entendu plusieurs fois M. Laureau parler de France 2030 et des différents programmes des différents mandats qu'on peut avoir, entrepreneurs du vivant, démonstrateurs territoriaux des transitions agri-alim, compétences et métiers d'avenir, territoires d'innovation, sur lesquels on a à la fois de la subvention et à la fois de l'investissement pour accompagner vos projets.
Peut-être rapidement sur les mines, on a vu notamment dans l'étude toute la diversité des mines qui interviennent parfois en concession, parfois en opération propre quand ils sont déclassés pour alimentaire en tant que SEM, en CEMOP, en SPL. Nous, on est capable de vous accompagner sur l'ensemble de ces montages. En SEM, évidemment, on est actionnaire aujourd'hui de la moitié des mines. En fonds propres et en compte courant d'associés, en quasi-fonds propres dans les SEM, aussi sur l'association de filiales de SEM. C'est une dynamique qui s'est fortement développée, notamment auprès des SEM d'aménagement, mais qui commence aussi à être portée et à se développer auprès des mines, et sur lesquelles on peut vous accompagner pour structurer des filiales. Auprès des CEMOP, à la fois comme tiers investisseur, donc quand on est tiers investisseur d'une CEMOP, on se met du côté de la collectivité pour l'aider à choisir son opérateur, mais aussi... alors que ce soit pour les CEMOP ou pour les SEM en groupement, en réponse à des concessions de services publics. Et pour les SPL, notamment, on sait que les SPL ont parfois des difficultés à avoir des fonds propres suffisants pour lever des prêts. On peut venir compléter ces fonds propres par des quasi-fonds propres qui vont faire effet levier sur le capital apporté par les collectivités. Donc on a vraiment toute cette palette d'interventions et évidemment en ingénierie la capacité à subventionner les études que vous lancez pour développer de nouveaux projets. Un dernier élargissement sur la chaîne de valeur alimentaire. On intervient du foncier jusqu'à la distribution. Alors on n'a pas parlé de portage de foncier agricole, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de manière intermédiaire aussi par les EPL ou par des fonds d'investissement dans lesquels on est présent, de production alternative alimentaire, évidemment de stockage, de transformation alimentaire, et ça concerne aussi directement les mines, de distribution. Alors vous voyez les marchés internationaux qui sont entourés ici et qu'on est effectivement heureux d'accompagner depuis de longues années. Et enfin sur les boucles de circularisation et de revalorisation alimentaire, et dans la distribution, je n'en ai pas parlé, mais aussi la restauration collective, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de SPL aussi, de restauration collective. J'en dis pas plus pour l'instant, et je sens qu'il y aura pas mal d'échanges à l'issue de cet événement. Je vous remercie tous encore énormément pour l'ensemble de vos interventions, l'ensemble des questions que vous avez posées à la fois en présentiel et à la fois en ligne, parce que ça a été aussi bien animé. Et je vous donne rendez-vous. On a d'autres événements des territoires. Je vous invite à aller sur le site. Il y aura le 2 juillet un événement sur la qualité de l'eau potable avec le programme Aquagir qui est aussi porté par la Banque des Territoires. Et le 7 juillet, ça sera les 5 ans des foncières de redynamisation avec notamment le président de la Fédération des élus des EPL, Philippe Laurent, qui sera là pour voir comment la Banque des Territoires arrive à accompagner cette redynamisation des différents territoires. Un grand merci à vous. Vous retrouvez le QR code sur l'agenda et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.